Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours d'introduction à la philosophie politique. Je suis très heureux de vous avoir tous et toutes ici, en particulier parce que pour une nouvelle fois, bonjour, nous avons encore des philosophes et pas seulement, nous avons aussi un certain nombre d'entre vous, je pense, qui sont en bachelor de philosophie politique. Est-ce que ceux qui sont en bachelor de philosophie politique, vous pouvez lever la main, que je me réalise à peu près combien vous êtes? 2. Et nous avons d'autres étudiants que j'ai jamais vus qui ne sont pas en philosophie. Vous suivez juste ces cours ici, c'est ça? Très bien. Vous êtes plus que bienvenus. Donc on a seulement 2 étudiants du cours en bachelor en philosophie politique. Je pensais qu'on aurait un petit peu plus. Très bien. Alors on est ici pour parler de philosophie politique. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je vous présenterai les détails pratiques du cours. Peut-être la seule chose que je dois vous dire pour commencer, c'est qu'il y a une page Moodle pour le cours sur lequel j'ai ouvert ou je vais ouvrir un forum. Donc n'hésitez pas à utiliser ce forum allègrement, à la fois pour poser des questions et pour répondre aux autres questions qui sont posées. D'accord ? C'est bien d'utiliser ces outils. Je vous présente, c'est la seule chose que je vous dis concrètement. Peut-être, oui, je vais ajouter à chaque fois, si je n'ai pas de problème d'enregistrement, parce que j'en ai eu récemment, les séances filmées du cours, enfin filmées non, mais au moins enregistrées du cours. Donc vous les avez à chaque fois et vous pouvez les consulter. Évidemment, c'est 1000 fois mieux de venir en vrai pour rencontrer des personnes en chair et en os, discuter avant et après le cours, que de suivre tout ça depuis votre canapé. Bien, alors voilà le plan du cours qui peut changer, mais je vous le présente brièvement. Donc, on va parler, je vais vous faire aujourd'hui une petite introduction sur comment est-ce qu'on peut aborder de manière contradictoire les questions de politique. Et puis, on aura 3 grandes parties. Dans une première partie, on s'intéressera, ce qu'on fait assez peu, et à mes yeux c'est dommage en philosophie politique, de s'intéresser aux grandes idéologies politiques. On va notamment s'intéresser aux 4 grandes qui sont là, ce n'est pas les seules, d'accord ? Le libéralisme d'un côté, qui a une longue histoire en philosophie, mais pas seulement. C'est également le cas du communisme, du conservatisme, ce que j'ai appelé ici les politiques de l'identité, que leurs adversaires appellent aujourd'hui le wokisme, qui sont des théories qui sont plus contemporaines, qui ont un peu moins d'histoire dans l'histoire philosophique, mais qui sont aujourd'hui importantes sur l'échiquier politique. Et le but, ça va être d'essayer de comprendre de quoi retournent ces grandes idéologies politiques. D'accord ? Donc ça, c'est juste grande question générale. Comment est-ce qu'on identifie les idéologies politiques ? Et puis ensuite, on va s'intéresser à 2 problèmes sur lesquels, évidemment, les partisans des différentes idéologies vont se partager, vont apporter des réponses distinctes. Le premier problème qui a beaucoup intéressé les philosophes politiques, c'est la question de la légitimité politique de l'État. Autrement dit, pour vous présenter le problème en 2 mots, je n'ai pas réfléchi à comment je vous le présentais avant de l'introduire, pardon, alors je rassemble mes idées. On n'a a priori pas le droit de contraindre les autres à agir d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Si je vais vous voir maintenant et puis je vous dis, vous me devez tous 10 francs parce que je fais quand même des chouettes cours, vous allez me dire, non, on ne va pas vous donner 10 francs, d'accord ? Et pourtant, on attribue à l'État le droit de faire ça, d'accord ? L'État peut prélever par la force, ultimement, peut nous contraindre à payer un certain nombre d'impôts, à avoir sur nous et mettre à notre égard un certain nombre de lois qui contraignent notre comportement. Pourquoi est-ce que l'État est légitime à faire ça s'il l'est ? Ça, c'est la question de l'autorité politique. On verra différentes questions. J'en mentionne juste une ici parce que c'est celle qui saute aux yeux, je pense pour la plupart des philosophes, c'est de dire l'État a le droit de nous contraindre parce qu'on est dans une relation contractuelle à l'État. C'est comme si on a pris un coach pour nous apprendre à je ne sais pas quoi, faire des abdos. Si le coach qu'on a payé pour faire des abdos nous dit « Oh, dorénavant, t'en fais 35 », on doit lui répondre parce qu'on est dans une relation contractuelle avec lui. Et l'idée, c'est pareil pour l'État. On est dans une relation contractuelle avec l'État. C'est pour ça qu'il est légitime à imposer des obligations qui valent pour nous comme pour les autres. Okay ? C'est une des réponses. On verra les avantages et les difficultés de cette réponse et on verra d'autres réponses sur le problème de la légitimité de l'État. Ça, ce sera la 2e grande partie du cours. Et puis la 3e grande partie du cours, on traitera d'un autre grand problème de philosophie politique qui est le problème de la justice distributive. Comment est-ce qu'on doit partager les différentes ressources qui sont à disposition dans une société ? Et puis là, vous imaginez bien, le grand débat politique entre ceux qui sont pour un partage plutôt égalitaire des ressources, ceux qui sont pour un partage moins égalitaire, et puis les différents critères qu'on doit utiliser pour savoir comment est-ce qu'on peut partager les ressources de manière juste,
ou efficace, qu'est-ce qu'il faut privilégier, la justice, l'efficacité, le respect des droits individuels, etc. Donc ça, c'est nos trois grandes parties. On rencontrera d'autres problèmes ici et là, notamment on discutera rapidement, on a que 13 ou 14 séances, donc on ne peut pas rentrer dans toutes les questions, mais un des problèmes urgents qui manque dans le cours en l'état, ce sont les questions environnementales qu'on discutera brièvement seulement, mais quand même on les évoquera quand on étudiera les solutions conséquentialistes aux problèmes de l'autorité politique. Voilà pour le menu. J'espère que ça vous pique au moins un petit peu. Et puis, on commence directement. La chose que je voulais faire aujourd'hui, au moins pour la première partie de la séance, c'est traiter d'une question importante quand on... enfin, je ne sais pas si elle est importante, mais elle est urgente quand on s'intéresse à la politique. C'est qu'on a tout de suite peur de se fâcher très fort. Alors voilà des questions politiques où en général, si vous les soulevez, vous pouvez vite vous fâcher avec les personnes autour de vous. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction des pesticides ? Est-ce que vous pensez qu'on vit dans un système patriarcal et qu'il faut corriger ça ? Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire l'élevage ? Est-ce que vous êtes pour la décroissance ? Est-ce que vous pensez que les femmes trans doivent être reconnues comme des femmes par la loi ? Avec ce que ça implique. Est-ce qu'elles doivent être mises en prison dans les mêmes prisons que les prisons dans lesquelles sont enfermées les femmes, par exemple ? Est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire ? Est-ce que vous pensez qu'il faut stopper l'immigration ? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une société dans laquelle il y a un racisme systémique ? Est-ce que vous êtes pour ou contre la 13e rente ? C'est un petit peu moins grandiloquent, mais un peu plus urgent. Donc sur toutes ces questions politiques, on a vite des réactions qui sont assez fortes parce qu'on a tendance à tenir à certaines réponses avant même d'avoir vraiment étudié les choses. On a des intuitions, d'accord ? On a des intuitions qui sont plus fortes souvent que sur d'autres questions. En philosophie, on parle de tout un tas de choses. On n'est même pas d'accord, les philosophes, pour savoir s'il existe un monde extérieur. Okay ? Ça paraît pourtant plus important que ces questions-là qui sont presque un peu futiles par rapport à la question de l'existence du monde extérieur. Et pourtant, si vous mettez en face un philosophe qui pense que le monde extérieur existe et un philosophe qui pense que le monde extérieur n'existe pas, ils arrivent à rester parfaitement courtois. Ah bah ouais, moi je suis phénoménaliste, idéaliste, moi je suis réaliste, tout va bien. Par contre, vous leur parlez de la 13e rente ou des femmes trans et ils sont prêts à s'étrangler. D'accord ? Alors comment ça se fait ? Comment ça se fait que sur ces questions politiques, on a quelque chose d'aussi passionnel ? Ça, c'est une question que traitent un certain nombre de psychologues qui s'intéressent à l'idéologie politique, qui est un beau sujet d'étude en psychologie. Nous, ça nous intéresse d'une autre manière, qui est comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans des débats purement animés, passionnés à l'excès, qui fait qu'on rate les arguments des adversaires et des partisans de certaines thèses. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait en politique pour éviter les noms d'oiseaux ? Si vous réfléchissez, j'en ai trouvé quelques-uns, je suis sûr, vous pouvez, la prochaine fois que j'ouvre le forum, vous essayez de trouver d'autres noms d'oiseaux politiques. Il y en a plein, pour tous les courants, pour tous les goûts. Raciste, gauchiste, climato-sceptique, transphobe, pastèque. Pastèque, vous ne connaissez peut-être pas parce que vous êtes jeune à l'université, donc en général vous êtes plutôt de gauche, mais pastèque, c'est une insulte que les personnes de droite... qui c'est qui connaît ce que ça veut dire pastèque ? Ah, ben voilà, Cyril, allez-y. Vous l'aviez expliqué à un cours, c'est en soi ça sous-entend que des personnes qui se revendiquent de vertes, par exemple, en soi, elles sont communistes. C'est juste ? Oui, vous avez mieux ? Donc oui, l'idée, c'est un pastèque, c'est rouge et vert. Okay, donc c'est l'idée que ceux qui critiquent l'environnement, ceux qui critiquent les méfaits du capitalisme sur l'environnement, leur vrai motif, c'est plutôt de renverser le capitalisme que de défendre l'environnement. Donc voilà, une insulte parmi d'autres, fasciste, mâle blanc, virtue signaler. Ça, c'est aussi une insulte qu'on rencontre beaucoup à la droite de l'échiquier politique, même si je vais émettre des doutes sur la question gauche-droite dans la deuxième partie du cours. C'est dire, vous prenez des positions politiques, mais c'est juste pour manifester, pour faire l'exhibition de votre vertu, mais en fait, concrètement, c'est ça qui vous intéresse plus que de vraiment changer le monde. Populiste, bien-pensant, bourgeois, droite-blomiste, néolibéral, white supremaciste, khmer vert, sexiste, ultra-conservateur, hétéronormé, islamo-gauchiste, TERF et beaucoup d'autres. J'ai essayé d'en prendre dans tous les camps. Donc vous mettez dans le forum toutes les autres insultes politiques que vous trouvez. Okay ? L'intérêt de mettre les insultes politiques, c'est d'une part... de comprendre ce qu'elles ont en commun. Elles ont un point en commun qui est assez simple,
c'est que si vous demandez à quelqu'un qui est climato-sceptique, qui est un bien-pensant, qui est un droit de l'homiste, qui est un white suprématiste, personne ne va dire moi. Ah, moi, je suis white suprématiste à fond. Alors vraiment, c'est vraiment mon truc. Ça n'existe pas, d'accord? Donc tout ça, c'est purement des anathèmes. Personne ne se revendique de ces positions-là. Et pourtant, c'est des positions qu'on attribue toujours à nos adversaires en politique, d'accord? Donc personne n'accepte ces excuses. L'autre intérêt d'avoir cette liste d'excuses, c'est que, je vous le dis, ça ne va pas vous surprendre, nous on va essayer de faire de la philosophie politique. Et une des règles de base de la philosophie politique, c'est pas que je veuille mettre à tout prix l'éthique au cœur de tout, mais c'est qu'on va essayer d'éviter les insultes politiques. D'accord? Donc quand on essaye de développer des arguments en philosophie, on essaye justement de donner des arguments, et pas de renvoyer des adversaires à des pics bien sentis. Okay? Ou mal senti parfois, parce qu'il n'y a pas toujours quelque chose de très créatif dans ces insultes. Bien. Alors, pardon, je me répète un peu, je réalise qu'il y avait certains d'entre vous qui étaient là au séminaire qu'on avait fait sur les questions qui fâchent. Cyril, vous étiez là? Karina aussi, non? Alors, ouais, excusez-moi, la séance d'aujourd'hui, je reprends certains éléments qu'on avait déjà vus lors de ce cours, pardon pour les répétitions pour les quelques-uns d'entre vous qui étiez là. Bien. Alors, les insultes en politique, évidemment, ça a des intérêts, sinon ça n'existerait pas. Ça galvanise les troupes, ça soude son camp. L'autre grand intérêt que nous on déteste, nous autres philosophes, c'est que ça vous permet de vous immuniser contre les arguments de vos adversaires. Okay, directement, vous renvoyez les adversaires dans un camp de je ne sais pas quoi, Khmer vert, fasciste ou tout ce que vous n'aimez pas, et puis vous n'avez plus à traiter de ces arguments. Okay. Les inconvénients de l'insulte, c'est précisément que si votre but c'est de savoir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, si vous voulez vraiment trouver quelle est la bonne position, concrètement l'insulte, elle vous interdit, les insultes ou l'attitude générale qui consiste à jeter le discrédit sur l'adversaire, cette attitude, elle vous empêche de faire l'évaluation des différentes propositions politiques, que ce soit sur une question particulière ou des différentes idéologies politiques, pour choisir en connaissance de cause. D'accord ? Elle vous pose dans un camp et elle vous empêche de prendre en considération le débat des adversaires. Jonathan Haidt, pardon, je n'ai pas traduit la citation ici, qui est un des grands psychologues contemporains qui s'est beaucoup intéressé justement à la psychologie des idéologies politiques, dit la chose suivante au sujet de la pensée morale, mais par pensée morale, il pense ici à ce qu'on décrirait plus volontiers en philosophie comme une pensée politique. Moral thinking is more like a politician searching for votes than a scientist searching for truth. Donc il dit quand on discute de politique, c'est comme si on cherchait plutôt à avoir des votes qu'à essayer d'obtenir la vérité. D'accord ? Et nous, en philosophie, vous savez qu'on tient la vérité en haute estime. Donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'essayer de comprendre parmi toutes ces idéologies politiques, est-ce qu'il y en a une qui est la bonne? Est-ce qu'il n'y en a aucune qui sont les bonnes? Est-ce qu'il y a une forme de compromis entre les différentes positions qu'on peut trouver? D'accord ? Alors l'insulte en philosophie politique, c'est pas nouveau. On en traite depuis très longtemps. Là, j'ai trouvé des vieux, je sais même plus ce que j'ai mis sur cette diapo, des vieux journaux dans lesquels vous avez tout un tas d'insultes d'un camp à l'autre, où on vous dit, il ne faut surtout pas... Enfin, une anecdote personnelle. Est-ce que je vous dis mon anecdote personnelle? Non, faisons preuve d'un peu de pudeur. Vous avez plein d'insultes politiques ici, et vous pouvez penser vous-même à plein de repas de famille, où il ne faut surtout pas parler. Ouais, repas de Noël, vous avez peut-être eu très envie de vous engueuler avec votre grand-père, votre tante, j'en sais rien, et puis on dit non, on ne va pas parler de politique à Noël. D'accord ? Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est très prompt à soulever de violentes disputes. Ça, c'est vieux comme le monde, mais il y a au moins deux raisons de penser que la question est plus urgente aujourd'hui. La première raison, c'est que pour beaucoup d'observateurs de la vie politique, ça c'est pas des philosophes, hein, là je vous parle dans des raisons qui viennent de données empiriques que je reprends de personnes qui font des études sur le sujet. Pour beaucoup d'observateurs, vous avez un phénomène de polarisation politique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle la polarisation politique? C'est l'idée, je passe directement à cette plus, c'est l'idée que on tente à converger, les différentes personnes d'un pays, d'une population, différents citoyens, tendent à converger vers des lignes idéologiques
cohérente, plutôt que choisir des positions différentes selon les différentes questions. Okay, donc, pensez à des questions comme 13e rente nucléaire, et puis quoi? Et puis, faut-il tolérer plus d'immigration ou au contraire réduire l'immigration? Vous pouvez prendre ces questions une par une, okay, les traiter indépendamment et dire, bon ben moi sur le nucléaire, je suis plutôt pour, la 13e rente, je suis plutôt pour, et l'immigration, je suis plutôt contre. Sans vous demander, enfin, je suis plutôt pour réduire l'immigration, sans vous poser la question de savoir si ces différentes réponses à ces questions correspondent à une ligne politique ou idéologique. D'accord. Vous pouvez avoir une autre approche au sujet de ces questions, vous pouvez vous dire, ah, moi je suis de droite, ou moi je suis un conservateur, ou moi je suis de gauche, et donc comme je suis de gauche, je pense qu'il faut être, je ne sais pas, contre le nucléaire pour augmenter l'immigration et en faveur de la 13e rente, par exemple. D'accord. Donc plutôt que de prendre les questions une par une, vous les prenez en fonction d'une idéologie politique dans laquelle vous vous reconnaissez, ou vous pensez vous reconnaître. Et ça, c'est le phénomène de la polarisation politique. Ce qu'observent un certain nombre de scientifiques aujourd'hui sur le sujet, c'est qu'il y a une polarisation de ce type-là. Les citoyens tendent à adopter leur position politique en fonction d'idéologies politiques auxquelles ils pensent souscrire. André. Vous me dites qu'on observe aujourd'hui? Oui. Mais ça ne contredit pas parce que la première phrase de... Oui, non, ça ne contredit pas. Il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, pardon, je suis passé vite sur le début, je ne vous ai pas parlé des premières puces, mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cette idée que c'était la fin des idéologies. Dorénavant, c'était un peu effondrement du régime communiste, il y avait une forme de démocratie libérale ou social-démocratie qui faisait en gros l'unanimité avec des petits écarts par rapport un peu à gauche, un peu à droite, mais en gros, l'ensemble du personnel, la grande majorité du personnel politique et des personnes qui votaient étaient situées autour de ce relatif centre. Et puis ce qui s'est passé maintenant depuis, alors là je ne veux pas vous dire de bêtises sur les dates, depuis quand on date la polarisation, c'est depuis il y a moins de 20 ans, d'accord? Donc c'est un phénomène plus récent que ça. Je vais vous donner des statistiques dans un instant où on a cette accélération. Des statistiques sur les États-Unis, mais je pense que ça revient assez vite. Je vous ai donné un petit article ici, une référence que j'essaierai de vous mettre en ligne. Mais voilà, là, voilà, depuis 1994, donc un peu plus que 20 ans, plutôt 30 ans maintenant. Mais ce que vous voyez ici, c'est donc des enquêtes sur les citoyens américains aux États-Unis où on leur demande, à travers des questionnaires, si ils se considèrent plutôt comme républicains, plutôt comme démocrates. Et puis on pose tout un tas de questions, comme je viens de vous donner, sur l'immigration, le nucléaire, etc. Et on regarde s'il y a une forme de ligne consistante par rapport à la ligne des partis en question. Et ce qu'on constate, c'est que avec le temps, vous avez en haut les électeurs républicains, okay. Et parmi les électeurs républicains, vous voyez qu'avec le temps, de plus en plus bougent à droite sur cette échelle-là, c'est-à-dire droite, ça ne veut pas dire forcément qu'on va vers les extrêmes. Il faut faire attention avec cette notion d'extrême en politique parce que c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on appelle un extrême en politique. Mais là, ce qu'on appelle extrême quand on parle de polarisation, c'est de dire de plus en plus de personnes dans leurs réponses donnent des réponses qui sont en ligne avec la pensée du Parti conservateur. Et puis, c'est la même chose du point de vue des démocrates. Je pense que j'ai mis une vidéo après, si elle veut partir. Voilà l'évolution. Au départ, vous avez des gens qui, sur différentes questions, convergent parfois, et puis, avec le temps, ils prennent de plus en plus des questions qui sont, sur les différentes questions politiques qui divisent, de plus en plus des questions qui sont des réponses qui sont opposées, qui s'éloignent les unes des autres. Donc ça, c'est un premier signe de polarisation politique. Vous avez des chiffres de la même façon. Je suis très mauvais pour parler de chiffres. Moi, on est philosophe, on est nul pour faire ça. Vous avez des chiffres de la même façon qui vous donnent le fait que vous avez, qui atteste du fait que les attitudes d'hostilité envers les personnes des autres partis augmentent considérablement avec le temps. Là, vous avez des chiffres qui vous disent, si vous êtes un conservateur, donc si vous votez républicain, ou vous êtes prêt à voter républicain, est-ce que vous seriez prêt à avoir une relation sérieuse
avec une personne démocrate. 47% des conservateurs disent non, 71% des démocrates disent non, donc ils ne seraient surtout pas d'accord de passer leur vie ou au moins quelques années avec quelqu'un qui a voté pour Trump. 47% des conservateurs seraient OK pour passer un petit moment avec quelqu'un qui a voté pour Clinton. Et ça, vous n'avez pas la tendance dans le temps, mais la tendance dans le temps, c'est que ça croît. Donc ça, c'est la première raison de s'intéresser à ces questions d'insultes politiques. J'arrive tout de suite, André, c'est que il semble y avoir, d'après les observateurs politiques, et on va prendre ici, on va leur faire confiance, une forme de radicalisation dans le sens d'une polarisation des adhésions politiques. D'accord ? De plus en plus, on est ancré sur la ligne d'un parti et les débats politiques deviennent de plus en plus houleux. André et Jacob. Peut-être que je me lève un petit peu du cours, mais il me semble quand même qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une forte polarisation entre les communistes et tout simplement la guerre froide. Il y avait des partis communistes très forts et des partis libéraux très forts. Et des personnes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais disons radicalisées dans les deux sens. Oui, alors encore une fois, c'est là où c'est difficile de définir la polarisation politique. Okay ? Parce que, à mon avis, une erreur, c'est de dire, de représenter le spectre politique comme gauche-droite et de dire qu'est-ce qu'on appelle la polarisation politique, c'est qu'il y a de plus en plus de gens à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Okay ? Une des choses qui ne va pas avec ça, et puis je vais en parler dans un instant, c'est qu'on ne sait pas bien ce que c'est que la gauche et la droite. Il peut y avoir de l'extrême centre, peut-être, il peut y avoir de l'extrême... Il y a tout un tas d'idéologies politiques qui ne sont pas représentées sur le spectre gauche-droite et qui peuvent aller aussi dans le sens d'une forme de radicalisation, okay, d'adhésion pure à la ligne d'autres partis. Alors, ça c'est une première chose en réponse à votre question. La deuxième chose en réponse à votre question, c'est que le mouvement qui était depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a plutôt été, en Occident, un mouvement de marginalisation des partis d'extrême gauche. D'accord ? Le communisme a joué un rôle très important avant la Seconde Guerre mondiale, pendant évidemment, et puis après, avec l'échec progressif, l'effondrement progressif du bloc soviétique, de l'Allemagne de l'Est, c'est des partis qui ont pesé nettement moins. Aujourd'hui, c'est une portion vraiment très congrue de l'électorat. Donc ça a fait dire à plusieurs analystes que la tendance était vraiment une tendance de regroupement vers un centre social-démocrate avec des sensibilités qui étaient plutôt un peu plus sociales, et puis ça c'est la position comprise en général des partis socialistes, position un peu plus libérale, et puis là c'est les positions comprises des partis libéraux ou de droite du centre, et puis en gros on avait une forme d'équilibre ici autour de ça avec des concessions sur tel ou tel point, politique sociale, politique économique, mais un grand accord sur la plupart des questions institutionnelles, etc. Et ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, d'après ces analyses, c'est c'est de plus en plus difficile de mettre le doigt sur des points sur lesquels on est tous d'accord. Et on voit apparaître des divisions qui sont très fortes, et ça inquiète tous ceux qui pensent que pour qu'une société politique aille bien, il faut un minimum d'accord sur des points centraux, de grands principes normatifs, état de droit, etc. Et si ça s'effrite, ça risque de renverser un certain nombre d'équilibres qu'on a. Je suis d'accord que c'est un peu flou, cela dit, et je suis d'accord avec vous que juste après la Seconde Guerre mondiale, il y avait évidemment des conflits très importants, idéologiques aussi, hein, mais ils ont eu tendance à s'estomper. C'est la proposition empirique. Giacomo. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il me semble que le focus, là, c'était beaucoup sur l'électeur citoyen. Ouais. Mais ce n'est pas possible que c'est le parti politique qui a changé avec le temps, que la façon de faire sa communication a changé d'une certaine façon la façon avec le citoyen, il se propose la question politique. Enfin, ma question là, c'est est-ce qu'il a changé le parti puis il a changé le citoyen, ou il a changé le citoyen et après il a changé le parti? Ouais. Alors, dans les études sur la polarisation politique, on distingue souvent la polarisation des masses et la polarisation des élites. Et c'est en gros la question que vous posez maintenant. Est-ce que de ce qu'on entend par les élites, c'est pas dans un sens normatif, c'est des personnes qui ont du pouvoir, des responsabilités, dont les chefs de parti. Et puis dans ces polarisations, dans ces phénomènes de polarisation, qui a commencé dans l'histoire ? Est-ce que c'est les partis qui ont imposé une ligne plus stricte, ou est-ce que ça a été plutôt quelque chose qui est venu de la base, des militants qui se sont rassemblés spontanément vers une ligne idéologique plus pure ? Ça, c'est pas contenu il n'y a pas la réponse dans les statistiques que je vous ai données là. Hein. Ce
qu'on observe juste, c'est un rassemblement autour de lignes idéologiques un peu plus épurées et moins. Mais qu'est-ce que veut dire une ligne idéologique épurée? Ça, c'est compliqué. C'est ce que je voudrais qu'on traite dans la première partie de ce cours sur les idéologies. D'accord? Parce que c'est très difficile, et à mon avis, c'est une question qu'on ne traite pas assez, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une ligne idéologique en politique. Qu'est-ce que ça veut dire d'être de gauche ou d'être de droite? Qu'est-ce que ça veut dire d'être socialiste? Qu'est-ce que ça veut dire d'être conservateur? Qu'est-ce que ça veut dire d'être libéral? Qu'est-ce que ça veut dire d'être fasciste? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ces mots-là, on les utilise pour comprendre et identifier des positions dans les débats. Ce n'est pas des noms d'oiseaux, hein. Enfin ça l'est pas seulement, ça peut l'être dans certaines bouches, mais il y a des gens qui se disent fièrement conservateurs, fièrement socialistes, etc. Mais c'est très dur de définir exactement ce en quoi ils consistent. Donc je pense que votre question, elle touche en filigrane à cette question-là. Je vous dis, la polarisation, c'est on se concentre autour de lignes idéologiques, mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une ligne idéologique. D'accord? Est-ce qu'elle est imposée par les élites? Est-ce qu'elle est imposée par la base? Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de documenter ce phénomène. Je ne vous ai pas trop répondu là. On va voir. On va essayer d'y voir plus clair sur des idéologies politiques. Bien. Alors, la deuxième raison pour laquelle le débat en politique, les insultes politiques doivent nous préoccuper, c'est une raison dont vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'il y a un nombre de travaux de données croissantes qui indiquent qu'il y a une idéologisation croissante des universités. Donc que l'institution dans laquelle vous faites vos études maintenant a un parti pris idéologique, ce qui a longtemps été le cas. Ça a toujours, en sociologie politique, vous avez des règles, je me moquais de vous tout à l'heure en disant vous êtes de gauche, vous êtes jeune universitaire, vous êtes de gauche, en général ça marche bien, d'accord? Si vous voulez savoir gauche-droite, un truc très classique, c'est que plus vous vieillissez, plus vous devenez conservateur. Okay. Ça, c'est une régularité sociologique, politique, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception. On parle de statistiques ici. Hein. Il peut y avoir des personnes âgées qui restent communistes et il peut y avoir des jeunes conservateurs. Mais en général, c'est plutôt une exception. Donc, pareil, si vous êtes éduqué, en général, vous êtes plutôt à gauche, ou si vous faites des études, vous êtes plutôt à gauche. Si vous vivez dans des milieux ruraux, si vous travaillez dans l'agriculture, là, vous avez plus de chances d'être à droite. Enfin, il y a des grandes régularités sociologiques comme ça. Une grande question, c'est de savoir qu'est-ce que ça explique, pourquoi c'est le cas. En tout cas, quand on s'intéresse à la sociologie politique des universités, on a un phénomène assez net d'homogénéisation des positions politiques. Alors nous, ça nous inquiète, nous autres philosophes politiques. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir dans un instant, notre ADN en philosophie, et vous le savez pour la majorité d'entre vous qui avez fait des études en philosophie jusqu'ici, c'est la confrontation des points de vue. D'accord? À chaque fois que vous avez une thèse, on vous dit imaginez les objections à la thèse. Essayez de comprendre ce qui ne va pas dans cette thèse-là. Et comment est-ce qu'on peut répondre à ces objections. Donc le débat, c'est pour tout, et pas seulement pour la politique, c'est pour tout la manière dont on pense qu'on progresse. En philosophie, et concrètement dans les sciences, c'est la manière dont les sciences ont progressé. Donc les universités, une des clés du succès des universités, dans l'histoire, depuis au moins le XVe siècle, ça a été précisément l'encouragement de cette culture du débat. En disant, vous pouvez prendre des positions sur est-ce que la Terre tourne ou est-ce que la Terre ne tourne pas, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas, etc. Et dans la confrontation de ces points de vue, on pense, et jusqu'à maintenant ça a plutôt été le cas si on en juge par le succès d'un certain nombre de sciences et de théories scientifiques, on pense que cette culture du débat, ça nous aide à avancer. Donc évidemment, à partir du moment où la sociologie politique des universités nous indique qu'il y a de moins en moins de diversité idéologique dans les universités, on a matière à s'inquiéter. Ça, c'est une grande étude de 2018 auprès de... c'est une des plus grandes qui a été menée de 8000 professeurs et enseignants qui ont tous la caractéristique d'avoir une thèse dans les Liberal Arts College. Donc, c'est les collèges où on enseigne le bachelor aux États-Unis. Et ce que vous montre ce graphique, c'est une des plus grandes études dont on dispose sur le sujet à l'heure actuelle. On demande à ces différents enseignants, professeurs, où se situe leur sympathie politique, plutôt démocrate ou plutôt républicain. Et ce que vous voyez là, c'est le nombre de démocrates par républicain. Donc pour un républicain, vous avez, dans les domaines des sciences de l'ingénieur, vous avez 1,6 démocrates. C'est le domaine le plus équilibré. Si vous bougez un petit peu, vous allez maintenant dans les études en biologie, pour un républicain, vous avez 21 démocrates parmi les professeurs. D'accord ? En sociologie, pour un républicain, vous avez 43 démocrates. En anthropologie,
pour un républicain, et là ils n'ont trouvé aucun démocrate, pareil dans les sciences de la communication, pour un républicain, ils n'ont pas trouvé non plus de personnes. Non, pardon, c'est l'inverse. Pour un, là ils n'ont même pas réussi à trouver un seul républicain. Voilà. Il n'y a pas un seul républicain ici, tout le monde est dans le domaine de l'anthropologie, dans cette grande étude pourtant, et dans la communication. Ce sont tous des personnes qui sont du côté démocrate. Vous avez le même type de source ici, qui est tiré de la même étude. Pour un républicain dans le domaine des sciences sociales, vous avez 12 démocrates. Pour un républicain dans le domaine des humanités, vous avez 32 démocrates. Et puis dans le domaine des studies, ça c'est gender studies, decolonial studies, etc. Pour un républicain, vous avez 108 démocrates. Donc il y a clairement une balance des universités politiques qui tend du côté démocrate. Ça, ce n'est pas une surprise et ça a souvent été le cas. Déjà dans les années 50, Aron écrivait « Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme ». Le problème, je vous ai un peu matraqué de statistiques ici, le problème ici, ça c'est une étude de Jonathan Haidt, le psychologue dont je vous parlais tout à l'heure qui s'est intéressé à ces questions-là, qui a fondé une association qui est à mon avis très utile, qui s'appelle Heterodox Academy, où lui, sa thèse à lui, à laquelle vous allez vous souscrire, c'est de dire c'est très mauvais pour les universités d'avoir cette perte d'idéologie, de diversité idéologique. Le problème, c'est pas du tout que les universités soient à gauche, ça serait exactement le même si elles étaient à droite. Le problème, c'est que les universités soient quelque part sur l'échiquier politique. D'accord ? On va voir pourquoi c'est un problème, mais pour nous, c'est un problème qui devrait vous frapper maintenant, c'est que si on veut faire de la philosophie politique, on a besoin de pouvoir débattre, d'accord ? Si on est tous d'accord d'emblée sur toutes les questions, ça va, d'une part, ça va pas être drôle pour nous qui apprécions les débats en philosophie, mais d'autre part, on ne peut pas apprendre des autres si on est tous d'accord, d'accord ? On peut juste se confronter les uns les autres, aller faire comme sur Twitter, t'as vu comme ils sont cons ceux d'en face, et puis ça fait pas beaucoup avancer, ça fait du bien, mais ça fait pas beaucoup, ça nous fait pas beaucoup progresser. Donc, Jonathan Haidt a fondé cette grande association Heterodox Academy, qui est dirigée par un philosophe maintenant, où il donne un certain nombre de conseils pour les universités, les différentes institutions, mais en particulier les universités, pour faire en sorte de corriger cette évolution inquiétante. Là, l'intérêt de ce graphe, c'est de vous montrer l'évolution. Non seulement ça a toujours été le cas, mais c'est de pire en pire. En tout cas, là, il a les chiffres jusqu'à 2013-2014. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé les chiffres plus récents. Je ne sais pas s'il en dispose. Mais il y a une augmentation de la polarisation, de l'idéologisation des universités. Ce que vous avez en bleu foncé, c'est ceux qui sont extrême gauche ou très libéraux. En bleu clair, ce sont qui se disent modérés. Et puis en rouge, c'est ceux qui se disent extrême droite ou conservateurs. La droite diminue, la gauche augmente. Elle était déjà plus haute, mais là maintenant, c'est un phénomène qui s'accentue. Voilà, je vous ai mis d'autres chiffres là, mais je ne vais pas rentrer davantage là-dedans parce que, comme je vous dis, on n'est pas très bien équipés, nous autres philosophes, pour parler de chiffres, mais par contre, on est mieux équipés pour comprendre en quoi ça pose problème. Il y a au moins ces différents problèmes que ça pose. Un premier problème, qui est un problème que vous entendez souvent dans les débats politiques, c'est que ça pose un problème pour la légitimité des universités. Vous avez en gros un partage droite-gauche, si on veut parler en ces termes, qui est 50-50. Si vous avez des universités qui sont payées aussi bien par les conservateurs que par les démocrates, ou par les gens à droite que par les gens de gauche, et que tout d'un coup on réalise que ces universités sont complètement à gauche, ben évidemment les gens de droite ne vont pas être contents. De la même façon, si ça avait été l'inverse, si les gens de gauche finançaient des universités de droite, ils vont trouver que ce n'est pas légitime. D'accord ? Et ça, c'est un problème que rencontrent aujourd'hui beaucoup d'universités aux États-Unis, mais ça vient aussi en Europe, d'une opposition conservatrice ou de droite qui dit mais pourquoi est-ce qu'on va financer ces entreprises d'idéologisation ? Nous, ce n'est pas notre tasse de thé, on n'a jamais souscrit à ces choses-là. D'accord ? Donc ça, c'est le premier problème simplement d'intérêt politique. Stratégiquement, ce n'est pas bon pour les universités de prendre un camp parce qu'ils veulent prendre l'argent de tout le monde. Oui. Oui. Juste par rapport à la polarisation des universités, en tout cas, j'ai l'impression, c'est un peu le point de vue de la part de la fac de lettres. Nous, on a plus l'impression que, par exemple, les gens en éco et droit, ils sont quand même plus à droite. Ouais. Alors que ça a l'air d'être un phénomène qui est quand même plus général
Ou alors est-ce qu'en éco et droit, Non, c'est vrai. plus... C'est vrai qu'ils sont plus à droite. Donc la réponse, j'ai cherché des chiffres pour la Suisse et jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé d'études sur le sujet. Mais la réponse, je peux vous la donner parce que je la connais pour les États-Unis. La réponse pour les États-Unis, c'est vrai que les facs d'économie sont plus à droite que les facs de lettres. Et comme je vous dis, les domaines les plus clairement à gauche, c'est vraiment anthropologie et les studies. Ça, c'est pas très surprenant. Mais même en économie, qui est un des domaines où il y a le plus de diversité idéologique, le ratio, c'est en gros 1 pour 12. Ouais. Donc, c'est-à-dire 1 républicain pour 12 démocrates, plutôt que 1 pour 80. D'accord ? Donc, c'est plus à droite, mais ça reste quand même très à gauche sur l'échiquier politique. Ça, c'est pas... Est-ce que, en soi, c'est un problème, mais ça a été longtemps comme ça. Okay ? Ça fait très longtemps qu'on dit ça et qu'on a des données là-dessus. Moi, je pense que ce qui est plus inquiétant, c'est la tendance. C'est de savoir, tant que c'est un peu comme ça, 1 pour 12, on peut débattre encore, c'est pas grave. 1 pour 80, va falloir aller le chercher, le collègue qui va nous dire « je suis pas d'accord avec toi et je pense qu'il y a un problème avec ça ». Mais donc, en gros, c'est ça la réponse. Et puis, si vous cherchez dans les statistiques que je vous ai données, je crois que ça apparaît quelque part. Mais de mémoire, c'est ça. Donc, un premier problème, c'est stratégie des universités pour le financement. Mais il y a plus important. Deuxième problème, c'est pour l'attractivité des universités. Là, je pense à vous. Si vous sortez d'université avec collé étudiant gauchiste woke qui est très bon pour détecter les injustices, c'est pas forcément bon pour vous, d'accord ? C'est pas forcément la manière dont vous allez avoir le plus de chances de trouver un boulot après. Donc, vous aimeriez pas forcément que l'institution qui vous forme soit une institution qui vous colle une étiquette idéologique. Okay ? L'institution doit vous coller une étiquette de compétence. Elle doit vous dire, voilà, ça c'est un étudiant qui a appris, une personne qui a appris tout un tas de choses. C'est pas parce qu'on sort de l'université qu'on est à gauche, à droite, je sais pas où, au centre. C'est quelque chose qui nuit à l'attractivité. Il y a une menace pour les libertés académiques, ça a été très discuté, vous en avez entendu parler ad nauseam dans les médias. Censure et autocensure, si vous êtes ce qu'on appelle la cancel culture, et puis tout le phénomène qui est, là je pourrais vous donner des statistiques encore, mais sur les étudiants, encore aux États-Unis, mais il y a eu aussi pas mal d'exemples en France et en Suisse sur l'autocensure des étudiants qui pensent ne pas être dans la majorité, et à raison, des étudiants conservateurs qui pensent ne pas être dans la majorité idéologique et puis qui disent « moi, je n'ose pas trop dire ce que je pense en cours parce que j'ai l'impression que je vais me faire mal voir des professeurs, de mes camarades, etc. » ou écrire des choses là-dessus. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui nous préoccupent davantage, nous, encore, que ça représente l'idéologisation des universités, une menace pour la qualité de la science et de l'enseignement. Et il y a deux grands problèmes ici. Le premier problème, c'est que si vous êtes qu'avec des gens qui pensent, c'est une caricature, mais c'est une exagération, mais avec une grande majorité de personnes qui pensent la même chose que vous, vous n'avez pas la chance de vous exposer à la contradiction, okay ? Que ce soit en tant qu'étudiant ou que ce soit en tant qu'enseignant. Mais il y a quelque chose de plus pernicieux encore qu'a bien documenté un autre psychologue social qui s'appelle Lee Jussin, qui dit dans la science elle-même, ça pose un problème parce que c'est non seulement qu'il y a certaines hypothèses qui ne sont pas contredites, mais c'est vrai et des hypothèses qui ne sont pas contredites. Il y a autre chose qui me revient maintenant, il y a aussi le fait que vous avez certains résultats scientifiques qui sont contredits, mais comme ils vont dans le sens de la doxa universitaire, on continue à les utiliser même si ces résultats sont contredits. Je vous donne un exemple pour ne pas parler dans le vide. Vous avez une hypothèse, on en parle un peu moins maintenant, la contradiction a fini par faire son effet, mais vous aviez une théorie qu'on appelle la théorie de la menace du stéréotype. Qu'est-ce que c'est que la théorie de la menace du stéréotype ? C'est parti d'une étude en 87, je crois, qui disait, si vous êtes dans certaines catégories et que vous vous identifiez comme des personnes de cette catégorie, ça peut affecter la manière dont vous réalisez certaines tâches. Et l'exemple, c'était sur les femmes qui disaient, dans cette étude, qui disaient, moi je m'identifie comme une femme, on me fait faire une tâche pour laquelle les femmes sont supposées ne pas être bonnes, je ne sais plus quelle était la tâche. Réparer une voiture, prenez n'importe quel stéréotype. Et puis le fait que... Pardon ? Les mathématiques. Ou les mathématiques, merci, très bien. Oui, c'était par rapport aux sciences de l'ingénieur, vous avez parfaitement raison. Et le fait que les femmes se représentent
étant dans une catégorie moins compétente pour ces tâches-là, eh bien, les femmes réussissaient moins. Okay, donc ça, c'était une hypothèse intéressante au départ. Est-ce que vous vous mettez dans une catégorie qui est réputée être moins bonne pour telle ou telle tâche? Est-ce que ça affecte vos capacités? La première étude attendue a montré que c'était le cas, et puis il y a eu tout un tas d'études après. Ça n'a pas été répliqué, ça a été un échec total et répété, au point qu'aujourd'hui, dans le domaine de ceux qui s'intéressent à la menace du stéréotype, plus personne pense vraiment que c'est un bon paradigme d'étude et que plus personne mettrait ça en avant aujourd'hui comme une des explications du fait que les femmes soient sous-représentées dans les sciences de l'ingénieur, hein, qui est une des choses qu'on essaye un des phénomènes qu'on essaie d'expliquer. Pourtant, ces études sur la menace du stéréotype, qui ont été maintenant réfutées depuis au moins 15 ans, elles ont continué à être très largement citées. L'hypothèse de Lee Josim, c'est que c'est sans doute pour des raisons idéologiques. Donc il y a des hypothèses qui ne sont pas contredites, il y a des hypothèses qui sont contredites qu'on continue à utiliser, et puis plus importante sous LinkedIn, c'est que vous avez des hypothèses qui ne sont juste pas explorées. D'accord ? Si vous cherchez toujours dans le même sens, vous avez plein d'hypothèses que vous n'allez même pas être en avant, et vous n'allez même pas chercher à vérifier. Donc tout ça, c'est très mauvais pour nous, autres scientifiques et universitaires. Alors, ça nous amène où tout ça? Ça nous amène à notre brave... Qui c'est Qui c'est que vous avez à l'écran là? Personne? John Stuart Mill, hein, qui est un des grands penseurs libéraux modérés, qui dans son livre qui s'appelle « De la liberté » a proposé une défense de la liberté d'expression très en sympathie avec l'idée qu'il faut à tout prix éviter de ne parler qu'avec des personnes qui pensent comme soi. Donc John Stuart Mill, on va le voir, c'est un utilitariste. Il y a plein de raisons de défendre la liberté d'expression. Hein. On peut dire que vous pouvez pas, on a chacun le droit de s'exprimer, vous pouvez faire appel aux droits des individus, vous pouvez dire que c'est moralement mauvais d'empêcher quelqu'un de s'exprimer, mais la ligne principale que prend John Stuart Mill, c'est de dire la liberté d'expression, elle est cruciale parce qu'elle est productive. Si on discute, on arrive à de bons résultats. Okay, elle a de bonnes conséquences. Et il a formulé ce texte un peu long, cette citation un peu longue que je vous donne avant qu'on fasse une petite pause, qui est aujourd'hui mis en avant par tous ceux qui pensent qu'il faut à tout prix cultiver la pluralité ou la diversité des points de vue à l'université, et plus généralement dans nos approches intellectuelles. Sur tous les sujets où la différence d'opinion est possible, la vérité dépend d'un équilibre à établir entre deux groupes d'arguments contradictoires. L'un des plus grands orateurs de l'Antiquité rapporte qu'il étudiait toujours la cause de son adversaire avec autant, sinon davantage d'attention que la sienne propre. Ce que Cicéron faisait en vue du succès au barreau doit être imité par tous ceux qui se penchent sur un sujet afin d'arriver à la vérité. Okay. Donc, conseil pour commencer, si vous voulez prendre position sur un sujet, vous regardez tout ce qu'ont pensé les autres avant vous. Si vous lisez Aristote, vous avez ça d'emblée. D'accord ? Aristote, il fait la liste des différentes positions sur tel ou tel sujet, et puis il va s'en démarquer parfois les suivre, mais il faut connaître ces positions-là, et en particulier les positions de ses adversaires. Et voici, Mill poursuit. Celui qui ne connaît que ses propres arguments connaît mal sa cause. Si vous connaissez que les arguments en faveur de votre thèse, vous connaissez mal votre propre thèse. Il se peut que ces raisons soient bonnes et que personne n'ait été capable de les réfuter. Mais s'il est tout aussi incapable de réfuter les raisons du parti adverse, s'il ne les connaît même pas, rien ne le fonde à préférer une opinion à une autre. Ça, c'est un point intéressant. Si vous êtes chacun dans une bulle idéologique, donc vous-même, vous vous dites « personne n'a réfuté ma thèse hein ». Et puis ceux d'en face se disent la même chose « personne n'a réfuté ma thèse ». Ça peut être vrai, ça. Il peut y avoir des thèses qu'on n'a pas réfutées, okay, mais qu'est-ce qu'on fait à l'arrivée de ça? Si c'est des thèses contradictoires, comment est-ce qu'on choisit entre ces deux thèses-là? Okay. Vous avez un type d'argument qui est très important en politique et qui aide un peu à dégonfler les disputes politiques, c'est de bien faire, pardon, j'interromps 2 secondes la citation de Mill, c'est de bien faire la distinction entre un argument qui est valable pro tanto et un argument qui est valable pro toto. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire, cette distinction pro tanto, pro toto? Quelqu'un arrive à expliquer? André? Pro toto, c'est au total, c'est un argument qui sera au total, qui peut parfois pas marcher, et parfois marcher, mais au total, il marchera plus souvent. Il y a un argument qui marche pro tanto, il suffit qu'il marche une fois dans un contexte. Non, c'est pas mal, mais c'est pas forcément en termes de nombre de fois. C'est que l'idée, c'est que vous pouvez concéder à votre adversaire
que son argument est valide, ok, mais dire, c'est vrai qu'il y a une raison de ne pas manger de viande. Okay. Vous êtes, admettons que vous mangez de la viande, d'accord? Vous concédez à votre adversaire, oui, j'admets qu'il y a des bonnes raisons de ne pas manger de viande. Mais je pense qu'il y a aussi des bonnes raisons de manger de la viande, et je pense que les bonnes raisons de manger de la viande l'emportent sur les bonnes raisons de ne pas manger de viande. Oui, c'est ça. Donc au total, je mange de la viande. D'accord ? Donc au total, c'est quand vous sous-pesez des raisons. Et vous voyez, quand vous êtes dans ce type d'argument-là, vous êtes dans un débat politique qui est beaucoup plus fin et constructif que simplement l'insulte. D'accord ? Parce que vous concédez à vos adversaires qu'ils ont des bonnes raisons, okay, mais vous pensez que vos raisons à vous, elles pèsent plus lourd. C'est très différent de dire à votre adversaire, il a complètement tort, il n'a rien compris depuis le début, c'est un salaud, un idiot, un imbécile, tout ce que vous voulez, et de rien lui concéder du tout. Si vous lui concédez des raisons, mais que vous mettez en avant d'autres raisons qui pèsent plus lourd, il y a un débat politique qui est plus intéressant. Et c'est ce que dit Mill ici, en disant, il y a aussi les raisons du parti adverse, et ce n'est pas parce que les vôtres sont bonnes que vous avez gagné, parce que celles du parti adverse, elles peuvent être bonnes aussi. Et la question qu'on doit se poser à ce moment-là, c'est lesquelles l'emportent. Vous pouvez penser à tous les débats politiques, vous avez ça. Pour ouvrir les frontières ou pour fermer les frontières. Vous avez des bonnes raisons pour ouvrir les frontières, vous avez des bonnes raisons pour fermer les frontières. À l'immigration, là, je pense. Mais c'est pareil pour les frontières de biens et services. Si vous ne connaissez pas ces différentes raisons-là, votre position sur l'immigration, elle n'est pas informée, elle est ignorante. D'accord ? Si vous voyez que les bonnes raisons pour ouvrir les frontières, parce qu'il y a l'asile, parce que c'est une chance économique, etc., et que vous ne connaissez pas les arguments de ceux qui veulent fermer les frontières, vous avez une position qui est complètement pas informée et vous ne pouvez pas savoir si vos raisons elles pèsent plus lourd que celles de l'adversaire. D'accord ? Tandis que si vous avez connaissance des raisons de l'adversaire, soit il vous convaincra, soit peut-être vous direz oui, c'est vrai qu'il y a des raisons pour fermer les frontières, mais je pense qu'à l'arrivée, mes raisons pèsent plus lourd que les tiennes. Bien, je poursuis la citation de Smith, excusez-moi pour cette interruption, de Mill, pardon, pas de Smith, mais il ne suffit pas non plus, et ça c'est très important et ça regroupe ce que je viens de vous dire sur les universités, mais il ne suffit pas non plus d'entendre les arguments des adversaires tels que les exposent ses propres maîtres, c'est-à-dire à leur façon et accompagnés de leur réfutation. Okay. Donc si vous avez un professeur qui est conservateur et qui vous enseigne le communisme, Mill est en train de vous dire ça c'est pas bon. Si vous voulez savoir ce que c'est que le communisme, idéalement il faut que vous ayez un professeur communiste. Et si vous voulez savoir ce que c'est que le conservatisme, idéalement il faut que vous ayez un professeur conservateur. Et ça vous voyez bien que c'est un problème s'il n'y a plus de diversité idéologique ou moins de diversité idéologique dans les universités. Telle n'est pas la façon de rendre justice à ces arguments ou d'y mesurer véritablement son esprit. Il faut pouvoir les entendre de la bouche même de ceux qui y croient, qui les défendent de bonne foi et de leur mieux. Il faut les connaître sous leur forme la plus plausible et la plus persuasive. Il faut sentir toute la force de la difficulté que la bonne approche du sujet doit affronter et résoudre. Autrement, jamais on ne possédera cette partie de la vérité qui est seule capable de rencontrer et de supprimer la difficulté. Donc vous ne pouvez pas savoir ce que c'est une idéologie politique si vous ne l'entendez pas défendue de la bouche de quelqu'un qui y croit. Vous avez un phénomène comme ça au sujet du libéralisme dans les universités. Vous avez peut-être déjà entendu parler, sûrement déjà entendu parler de néolibéralisme. On discute tout le temps de néolibéralisme. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler du fait que aucun penseur, et là je mets une petite coda, presque aucun penseur de la tradition libérale ne s'est jamais revendiqué du néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est presque exclusivement un nom d'oiseau. D'accord ? Si vous entendez quelqu'un dire néolibéral, vous pouvez être sûr qu'il est opposé au néolibéralisme. D'accord ? Et pourtant, les références au néolibéralisme traversent un grand nombre de travaux académiques. Est-ce que les personnes qui critiquent le néolibéralisme sont capables de dire, ont entendu de la bouche de quelqu'un de libéral, quelle est la théorie libérale ? Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. On est en train de critiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut être libéral. Ça veut dire que s'il ne faut pas l'être, il faut déjà connaître les raisons pour lesquelles il ne faut pas l'être, et donc connaître ce que c'est que la théorie ou l'idéologie libérale dont on parlera parmi d'autres par la suite. Je termine enfin la citation de Mill, parce que je sais que vous attendez la pause. C'est pourtant le cas de 99% des hommes dits cultivés, même de ceux qui sont capables d'exposer leur opinion avec aisance. Leur conclusion peut être vraie, mais elle pourrait être fausse sans qu'ils s'en doutassent. Jamais ils ne se sont mis à la place de ceux qui pensent différemment. Jamais ils n'ont prêté attention à ce que ces personnes avaient à dire. Par conséquent, ils ne connaissent pas, à proprement parler, la doctrine qu'ils professent. Ils ne connaissent pas ces points fondamentaux de leur doctrine qui en expliquent et justifient le reste. Ces considérations qui montrent que deux faits en apparence contradictoires sont réconciliables ou que des raisons apparemment fortes ou que de deux raisons apparemment fortes
L'une doit être préférée à l'autre. Cette discipline est si essentielle à une véritable compréhension des sujets moraux ou humains que s'il n'y a pas d'adversaire pour toutes les vérités importantes, il est indispensable d'en imaginer et de leur fournir les arguments les plus forts que puisse invoquer le plus habile avocat du diable. Elle est bien pour nous, cette citation, à la fin. Si jamais il n'y a pas d'adversaire qui puisse représenter les différentes positions politiques sur tel ou tel sujet ou en général, eh ben, il faut qu'on s'invente les meilleurs adversaires possibles. D'accord ? Et ça, c'est une excellente hygiène de pensée en général, mais sur des questions sensibles en particulier, de dire ça me fait horreur. Moi, je suis sûr que la peine de mort, c'est une mauvaise chose. Je suis sûr que l'avortement, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Peu importe votre position, vous vous forcez à imaginer ce que dirait le meilleur adversaire de la cause adverse. D'accord ? Ça, c'est crucial, en général, quand on réfléchit, mais en particulier sur des questions politiques, dans un contexte académique où malheureusement, on a laissé se déliter la diversité des opinions qui étaient représentées. Donc, à nous, autres philosophes, d'essayer de donner le plus de chance aux choses qu'on aime le moins, de plus de chance à toutes les opinions politiques, quelles qu'elles soient, en particulier si elles sont opposées aux nôtres. Vous n'avez pas beaucoup parlé, on discute un peu plus après la pause. On fait une petite pause de 10 minutes, on reprend à 11h16. Bien sûr. Par rapport au séminaire de lundi, les deux séminaires, en fait, c'est un lundi en avril, je ne pourrais pas être là. Ouais. Je voulais savoir si ça pose problème. C'est un lundi, vous pouvez pas être là, c'est ça? Non, c'est pas grave. Mettez-moi juste un mot avant pour me prévenir. Dites-moi en gros pourquoi pas, sans rentrer dans les détails, parce qu'on demande toujours des raisons, parce que sinon après on a juste des étudiants qui disent. J'ai un mariage de veille. D'accord, ça va très bien. Vous dites juste pour raison familiale et quand c'est tout pas, ça va très bien. Merci. Pas de souci.
Bien. Donc Mill nous dit, sur les questions philosophiques en général et sur les questions morales et politiques en particulier, il faut au mieux apprendre les différentes positions de la bouche de ceux qui maîtrisent ces positions-là. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que si vous voulez savoir ce que c'est qu'une idéologie politique, si vous voulez savoir ce que c'est que le conservatisme, que le communisme, que le socialisme, etc., il faut lire les auteurs qui soutiennent ces thèses-là dans le texte. D'accord? Donc si vous voulez savoir ce que c'est que le communisme, il faut mieux lire Marx qu'un économiste libéral, conservateur, Thomas Sowell, qui va vous expliquer pourquoi Marx, c'est pas bien. Okay? Commencez par lire Marx. Si vous voulez savoir ce que c'est que le conservatisme, commencez par lire Scruton plutôt qu'un auteur marxiste qui va vous expliquer que le conservatisme, c'est une mauvaise chose. D'accord? Donc c'est une importante hygiène de la pensée que de lire les textes de première main, pour commencer. Il ne faut pas que ça vous impressionne. Vous êtes des philosophes, vous n'avez pas besoin qu'on vous digère les choses maintenant. Vous pouvez lire Marx dans le texte. C'est presque aussi insupportable à lire que Kant, je vous dis tout de suite. Il faut mieux lire Engels, qui est plus clair que Marx, parce que le style de Marx est très pénible. Vous pouvez lire Hayek dans le texte, vous pouvez lire Mill dans le texte, enfin vous pouvez lire tous les penseurs politiques directement, d'accord, sans chercher toujours à ce qu'on vous les digère. Confrontez-vous au texte, ça vous donne aussi une certaine confiance après quand vous débattez de ces questions-là. Vous les avez lus, vous savez ce qu'ils disent, et ça vous permet d'évaluer leur pensée sereinement. Ça, c'est la première chose. Et la dernière chose que nous dit Mill ici, c'est si jamais vous n'avez pas la chance de pouvoir être confronté à ces idées-là, de la part de leurs propres avocats, essayez d'imaginer toujours la meilleure version des thèses opposées aux vôtres. Et ça correspond à un exercice sur lequel je veux passer encore 5 minutes ici, qu'on appelle se faire l'avocat du diable. D'accord ? On entend souvent ça. Il faut savoir se faire l'avocat du diable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez une bonne manière, à mon avis la meilleure, de résumer ce que c'est que l'exercice, c'est que vous devez être capable de défendre la thèse qui est opposée à la vôtre, de manière à ce que les partisans de cette thèse vous applaudissent et vous disent « bravo, ça c'est exactement ce que je pense ». Donc, quel que soit là où vous vous situez politiquement, d'accord ? Supposez que vous soyez un communiste convaincu. Très bien, on n'est pas en train de vous demander de changer d'avis. Par contre, ce que vous devez savoir faire, c'est vous devez savoir défendre une théorie libérale de manière à ce que le libéral, Hayek, vous dise bravo, c'est exact, ou Nozick, ou peu importe, vous dites exactement ce que je pense. Tu as compris exactement ma thèse. D'accord ? Si on arrive à faire ça, on a fait un progrès gigantesque dans la compréhension mutuelle entre les différentes positions politiques. Évidemment, vous vous rendez bien compte, dès que vous avez des débats politiques, que presque personne sait faire ça. D'accord ? Pensez à votre débat de Noël, votre dîner de Noël, où malheureusement, André a commencé à parler politique, tout ça dégénère. C'est évident que tous les gens qui se jettent des insultes à la figure à ce moment-là ne savent pas dire la position de ceux d'en face, d'accord ? Ils seraient bien en peine de dire quelle est la position. Ah, les pesticides, c'est un or. Quels sont les arguments pour ceux qui sont pour les pesticides ? Ah, ben là, si vous savez faire ça et que après vous savez néanmoins dire les pesticides, il faut néanmoins les interdire ou les réduire, là, vous avez une position qui est beaucoup plus étayée. Alors, c'est très facile de dire ça dans l'abstrait, savoir se faire l'avocat du diable. Pendant un moment, je disais juste ça et je me rendais compte que cet exercice, il était systématiquement dévoyé de 3 façons au moins. La première façon et la plus courante dont les gens dont on réagit quand on dit qu'il faut se faire l'avocat du diable, c'est on se dit ah ouais, c'est bien qu'ils disent qu'il faut se faire l'avocat du diable parce que ceux d'en face, ils vont enfin devoir me lire maintenant. Ils vont enfin devoir se faire l'avocat du diable et comprendre ma position. Autrement dit, vous voyez ça comme un conseil qui est donné à vos adversaires plutôt qu'à vous-même. Évidemment, c'est pas l'exercice, d'accord ? Donc, c'est un conseil qui s'applique à nous. Okay ? Quel que soit notre point de départ, on doit chercher à lire avant tout les positions des autres. Aujourd'hui, ça veut dire quoi concrètement si vous voulez progresser sur une question ? Je ne suis pas en train de me faire un ascète de la vérité. On est parfois très bien à être avec des copains, à dire des choses dont on pense que c'est peut-être bête ou faux, mais peu importe, ça fait du bien d'être ensemble, à dire « Ah, ils sont méchants, tous ces capitalistes » ou peu importe. C'est pas forcément mal de faire ça, il y a aussi un rôle social. Mais si jamais vous avez sur ces questions sensibles l'envie d'exhiber un certain nombre de vertus épistémiques, la première chose à faire sur les réseaux sociaux, sur les copains, etc., c'est de s'abonner aux personnes qui ne pensent pas comme vous. D'accord ? Si vous êtes dans un camp, si vous êtes conservateur et que vous êtes abonné qu'à des penseurs conservateurs, vous allez avoir une confirmation tous les jours de tout ce que vous pensez, vous allez pouvoir clamer chaque matin « Ah, ah, j'avais raison ». Mais abonnez-vous à quelqu'un qui pense de manière complètement opposée. Abonnez-vous à quelqu'un qui est pour la décroissance, par exemple. Abonnez-vous à quelqu'un qui pense qu'il faut...
il faut supprimer la propriété privée, ou peu importe. Donc, quand on parle de faire l'avocat du diable, on n'est pas en train de dire « Ah, c'est ceux d'en face qui doivent faire l'exercice ». Je vous dis ça, je vous ai mis une petite étude ici qui est intéressante, c'est que plus il y a des gens qui sont spécialistes des biais, vous avez déjà entendu parler de plein d'études de biais, l'un des plus célèbres et les plus importants là-dessus, c'est le biais de confirmation. Vous lisez quelque chose qui confirme ce que vous pensez. Ça, vous sélectionnez quelque chose qui infirme ce que vous pensez. Vous dites non, mais ça ne doit pas être une étude sérieuse. Le biais de confirmation, plus les gens connaissent les biais, dont le biais de confirmation et les autres, plus ils pensent que c'est les autres qui sont victimes des biais. Plus ils pensent, regardez, il y a des biais partout autour de moi. Je suis spécialiste des biais, je les vois partout autour de moi. Mais non, le problème de l'étude des biais, c'est qu'on est tous concernés par les biais. Donc il faut commencer par regarder les siens, la poudre qui est dans son œil. Ça, c'est assez évident à dire, c'est plus évident, c'est plus difficile à faire. Deuxième manière de mal faire l'exercice de l'avocat du diable, j'appelle vous faire l'avocat du gentil petit diable. Qu'est-ce que c'est vous faire l'avocat du gentil petit diable? C'est dire, moi je vais faire, comme il a dit John Stuart Mill, je vais me faire l'avocat du diable. Je suis communiste et je vais commencer à débattre très fort avec mon adversaire socialiste. On n'est pas d'accord du tout parce que lui il est pour la propriété collective, moi je pense qu'il faut abolir toute la propriété. Et là vous voyez bien le problème de cette approche-là, c'est que c'est pas vraiment le diable que vous imaginez ici, c'est quelqu'un qui est assez proche de ce que vous pensez. Non pas qu'il n'y ait pas de différence entre le communisme et le socialisme, mais si vous considérez que les seuls adversaires dignes de votre intérêt ou dignes que vous preniez en compte leurs arguments sont les adversaires qui ne sont pas trop éloignés de vous, vous excluez tous les autres. D'accord ? Vous faites en sorte que vous resserrez la sphère de votre débat politique juste autour de ceux qui sont à la périphérie de ce que vous pensez. D'accord ? Et ça, c'est un problème que pose la polarisation dont on parlait aujourd'hui. Vous avez ce phénomène de tous les côtés de l'échiquier politique. Vous avez des gens à droite qui disent tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont des woke. Et moi, je ne discute pas avec les woke. Bon, à ce moment-là, tu discutes avec les gens qui pensent comme toi. Puis vous avez des gens à gauche qui disent tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont des racistes ou sont des transphobes. À ce moment-là, on ne discute qu'avec les gens qui pensent comme nous. D'accord ? Donc là, il y a vraiment un travail à faire pour surmonter ces insultes politiques et pour essayer d'élargir la sphère des personnes avec qui on discute. D'accord ? C'est pas bon pour nous en sciences. Je ne vous dis pas si vous voulez faire une carrière politique, mais ce n'est pas bon pour nous en sciences, si on veut comprendre ce que c'est que les idéologies politiques, de rejeter une grande partie, voire la totalité des adversaires politiques dans le camp de ceux qui exhibent telle ou telle forme de pathologie, qui sont des racistes, des woke, des transphobes, tout ce que vous voulez. D'accord ? Si vous avez tendance à faire ça, il faut essayer de surmonter ça et d'écouter les raisons des adversaires. En général, ils ont des raisons, on est surpris parce qu'en général, on fait des procès d'intention en disant ceux qui sont contre l'immigration, c'est parce qu'ils sont racistes. Regardez les arguments de ceux qui sont contre l'immigration. Il n'y en a aucun qui dit, j'en ai lu aucun en tout cas, parce que j'ai regardé, j'en ai lu aucun qui dit moi je suis contre l'immigration parce que j'aime pas les Noirs et les Noirs ils sont inférieurement cognitifs inférieurement à nous. Jamais vous lisez ça. Okay. Il ne faut pas monter en épingle les trois tarés américains que vous allez trouver qui disent des choses comme ça. C'est pas ça les arguments des gens qui sont contre l'immigration. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les arguments, être d'accord mais penser qu'il y a des raisons plus fortes, mais il ne faut pas les caricaturer. Bien. Et puis la troisième façon de mal vous faire l'avocat du diable, qui est peut-être la pire et la plus dure à... je ne sais pas si c'est la plus dure, mais c'est celle dans laquelle on tombe peut-être le plus spontanément, c'est de vous dire, ouais, c'est bien cet exercice de se faire l'avocat du diable, parce que je vais aller lire tous les textes des adversaires, et je vais pouvoir après, je pourrai vraiment leur plier le cou. Ce sera facile pour moi de répondre à chacune de leurs objections, parce que je les connaîtrai maintenant. Okay. Donc non seulement j'avais raison depuis le départ, mais maintenant, en plus, dans tous les débats, je vais pouvoir montrer à mon adversaire qu'il a tort. Autrement dit, beaucoup s'engagent dans cet exercice en se disant, si je veux réfuter l'adversaire, il faut que je le connaisse. Okay. Et ça veut dire que vous entrez dans l'exercice en sachant déjà que vous avez raison. En sachant déjà quelle est votre position de départ. Alors, que vous ayez une position de départ, c'est mieux, sinon on s'ennuie sérieusement. D'accord ? C'est bien de partir de quelque part, de se dire, moi, mes intuitions au départ, elles sont dans ce sens-là. Mais la raison pour laquelle on s'engage dans la réflexion, c'est qu'on veut pouvoir corriger nos éventuelles erreurs. D'accord ? Donc la raison pour laquelle on s'intéresse aux thèses des autres, c'est pas pour les réfuter. C'est parce que peut-être que nous, on a tort. Si vous commencez dans ces débats-là en disant « moi, je vais juste les lire pour montrer en quoi ils sont totalement idiots », c'est que vous ne prenez pas suffisamment au sérieux
le scepticisme méthodologique qu'on aime bien en philosophie. Souvenez-vous de Descartes pour ceux qui ont suivi le cours, ou du scepticisme dont vous avez sans doute un peu parlé beaucoup avec le professeur Chevary-Cosset. Même si à l'arrivée, on ne veut pas être sceptique, méthodologiquement, se dire qu'il n'y a rien qui est tenu pour acquis et que peut-être la position des autres est vraie, c'est quelque chose qui est crucial. Donc voilà, 3 manières. Donc, on veut se faire l'avocat du diable. C'est un très bon exercice, mais il faut faire attention à éviter ces 3 écueils. Ce n'est pas un exercice qui s'impose qu'aux autres. Ce n'est pas un exercice qu'on fait nous, mais simplement pour les gens qui pensent presque comme nous. Et ce n'est pas un exercice qu'on fait pour confirmer nos intuitions de départ. C'est un exercice qu'on fait parce que peut-être qu'on se trompe. D'accord ? Si vous n'avez jamais eu le plaisir de changer d'opinion sur des sujets sensibles, j'espère que vous l'aurez en pratiquant cet exercice. Parce que c'est très bien de se dire « Ah oui, j'avais complètement faux là-dessus ». C'est très... En fait, ils m'énervaient, ceux d'en face, mais je n'avais pas écouté ce qu'ils disaient. Et en fait, leurs raisons ne sont pas si mal. Et peut-être qu'il faut concéder tel ou tel point. Donc ça, c'est notre ennemi. Pas le chat, mais le fait qu'on se fasse brosser dans le sens du poil. D'accord ? Dès que vous êtes sur les réseaux sociaux, puis vous avez cette impression-là, oh, ça fait du bien, oh, qu'est-ce qu'il leur envoie aux conservateurs ou je ne sais pas quoi, là, vous vous méfiez. Ok ? Vous allez voir ailleurs. Un peu conseil paternaliste, excusez-moi. Bien, alors c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette introduction qui n'était pas très, au départ pas très philosophique, mais sur la méthode un petit peu plus après. On passe maintenant à la première partie sur les grandes idéologies politiques. Alors comme je vous le disais au tout début de cette séance, quand vous lisez des travaux, des livres ou des articles qui introduisent à la philosophie politique, c'est rare que vous trouviez une discussion des positions politiques dont nous, on est plutôt familiers, en dehors de la philosophie. Hein. On parle de gauche, de droite, on parle de libéralisme, de conservatisme, de socialisme. Ça, c'est des choses dont on parle assez, d'environnementalisme, dont on parle assez couramment. Si vous lisez des ouvrages de philosophie politique, typiquement, ils vont être articulés autour de positions dont on n'a pas ou peu entendu parler, autour du communautarisme, du perfectionnisme, du contractualisme, du constructivisme, de l'utilitarisme, du républicanisme. Ce n'est pas des choses en soi qui font partie de la manière dont on catégorise habituellement le champ politique dans nos débats quotidiens. Donc il y a une forme de décalage entre la manière dont la philosophie politique est organisée et les idéologies politiques. C'est dû à plusieurs choses, au moins à une qui est, on va le voir en détail dans la 3e partie du cours, il y a une figure centrale en philosophie politique du XXe siècle, et qui le reste aujourd'hui, c'est John Rawls. John Rawls, en 2 mots, on parlait tout à l'heure de la forme de consensus social-démocrate après la Seconde Guerre mondiale qui s'est installée en Occident. Ce qu'a fait John Rawls, c'est qu'il a produit une théorie qui, en quelque sorte, justifiait cet accord sur la social-démocratie, d'accord, avec un petit peu d'économie de marché, mais un petit peu de politique sociale, avec des frontières un peu ouvertes, mais aussi un peu fermées, un peu un centre, les adversaires le qualifient de centre mou, mais il a produit une théorie qui justifiait cette position politique modérée. Il a eu une influence cruciale, donc son livre c'est Théorie de la justice, qu'on étudiera encore une fois dans la 3e partie de ce cours. Il a eu une influence crucial, mais il a joué un peu le rôle d'attracteur, ce qui fait que tout le monde s'est un peu positionné par rapport à Rawls, et ça a eu pour conséquence d'éluder des positions plus éloignées de la sienne, en particulier 3 types de positions, les positions communistes, libérales, et puis j'ai supprimé conservatrice ici, mais il faut que je le remette. Okay. Donc nous, on va essayer de comprendre un peu mieux, voilà, communisme, libéralisme et conservatisme, en quoi consistent ces idéologies politiques-là. La première question qui se pose quand on s'intéresse aux idéologies politiques, c'est quelles sont les idéologies politiques ? Comment est-ce qu'on les classifie ? Qu'est-ce qui les distingue les unes des autres ? Vous allez me répondre. Qu'est-ce que vous avez en tête comme idéologie politique qui font l'objet de discussion ? Exemple d'idéologie politique. J'en ai parlé de plein là. Okay. Le communisme, l'anarchisme, le libéralisme, là on avait aussi le conservatisme. Après, moi je pensais du coup que le néolibéralisme c'était vraiment quelque chose que les gens défendaient, mais apparemment pas. Le néolibéralisme, non. Vous avez des économistes néoclassiques qu'il ne faut pas confondre avec le néolibéralisme, mais le néolibéralisme, à quelques exceptions près. Et puis il y a
socialiste aussi, et puis tous les entre-deux aussi. Très bien. Autre idéologie politique, André, vous en aviez? Socialisme, communisme, encore? Ouais. Ouais. Le fascisme. Vous avez toutes les théocraties aussi, qui font le monarchisme. Donc vous avez beaucoup de ces positions politiques qui sont des manières d'organiser le pouvoir, mais aussi souvent des manières, différents systèmes de valeurs. C'est un peu plus large que simplement une organisation des institutions. Alors une question qui se pose quand il y a ça, c'est comment... Cyril, vous avez une question? Oui, par rapport au fascisme, parce que vous avez parlé, quand vous avez parlé du néolibéralisme, vous avez dit personne ne se prétend néolibéral. Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui se prétendent fascistes? Qui se prétendaient fascistes, oui, clairement, en tout cas. Et même en jour. Et Il y même... a beaucoup de partis qui, en Italie, qui à la base sont des régimes fascistes. Ouais. Je pense à Casapan, par exemple. Ouais. Mais c'est vrai que le terme fasciste est devenu peut-être connoté plus péjorativement. Mais c'est compliqué. Non, je ne veux pas vous induire complètement en erreur avec ces questions de noms d'oiseaux en politique. Parce que vous avez beaucoup de termes qui sont des noms d'oiseaux simplement dans certains camps. Si vous prenez conservatisme, par exemple, vous avez beaucoup de gens qui utilisent conservatisme comme quelque chose de péjoratif. Okay, mais vous avez aussi des penseurs et des personnes qui se revendiquent du conservatisme. Plus volontiers en Angleterre, parce que typiquement en Europe continentale, si vous dites conservatisme, souvent ça passe pour quelque chose de négatif, mais il y a quand même des penseurs. Fascisme, c'est un petit peu pareil. Au moins historiquement, et encore dans certains partis, il y a des gens qui se revendiquent du fascisme, même si principalement c'est une théorie. Aujourd'hui, c'est devenu un anathème. Oui. Par rapport au néolibéralisme, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même interpréter ça comme une manière de marquer la différence entre le libéralisme de l'époque, qui était plutôt quelque chose d'humaniste et de gauche, et le libéralisme d'aujourd'hui, qui est axé plutôt sur l'économie Oui, donc on va étudier le libéralisme un peu plus en détail à partir de la prochaine fois, ou celle d'après, je ne sais plus dans quel ordre je vais présenter les idéologies, mais une des grandes questions sur le libéralisme, c'est est-ce qu'il faut distinguer les libertés économiques des autres libertés sociales. Il y avait un point, je crois, inexact dans ce que vous avez dit, c'est que dans l'histoire du libéralisme, au départ, il n'y avait pas de distinction entre les deux. Les grands penseurs du libéralisme, y compris Mill. Bon, Mill, il a terminé socialiste, mais à l'époque où il écrit La liberté, il est libéral. Adam Smith, Condillac chez les Français, Bastiat, etc. C'est des gens qui pensent que les libertés économiques et les libertés politiques et sociales, tout ça va ensemble, d'accord, pour des raisons humanistes en un sens. Ils ne veulent pas que l'État confisque à des individus leur propriété, d'accord. Alors, quand on parle de néolibéralisme dans la science politique, souvent, on fait référence non pas tant à une théorie politique qu'à des nouvelles pratiques politiques qui sont celles qui sont associées à Reagan et Thatcher. D'accord ? Donc à des partis effectivement qui se situent entre libéralisme et conservatisme, si on veut, qui sont une forme d'entre-deux entre le libéralisme et le conservatisme. Mais ce qui est flagrant, c'est que eux ne se revendiquent pas de ça. D'accord ? La première chose, c'est que les personnes dans les partis politiques ne se revendiquent pas du néolibéralisme, et vous n'avez pas de théorie néolibérale. Vous avez des courants néoclassiques en économie. C'est revenu un petit peu maintenant, il y a quelques penseurs libéraux, libertariens qui se revendiquent du néolibéralisme, mais c'est presque un peu comme Aimé Césaire et la négritude, quoi, qui disent « Ah oui, vous me traitez de nègre, ah ben oui, je suis fièrement nègre maintenant ». Ça ressemble un peu à ça, dans le sens, c'était un anathème, vous nous l'avez jeté dessus, maintenant on va le reprendre à notre compte. Mais en fait, les seuls auteurs néolibéraux, historiquement, c'était des auteurs qui essayaient de tirer le libéralisme du côté du socialisme. D'accord ? C'était pas Donc le label est mauvais, mais ça ne veut pas dire que la chose que désigne le label est mauvais. On a le même problème avec wokisme, c'est pas très bon wokisme comme label. Parce que c'est péjoratif, personne ne va dire, ah oui, enfin, à l'époque, il y a 10 ans encore, certaines personnes disaient, moi je suis woke, mais bon, aujourd'hui, c'est devenu vraiment exclusivement péjoratif. C'est pas parce qu'un label n'est pas satisfaisant qu'il recouvre aucune réalité. Okay, donc c'est une autre question de savoir si néolibéralisme ou woke, ça recouvre des réalités politiques ou pas. Et peut-être, en l'occurrence Reagan-Thatcher, c'est vrai qu'il y a une communauté de pensée entre libéralisme et conservatisme. Bien, donc, on a fait le tour de beaucoup d'idéologies politiques ici. La manière dont on classifie ordinairement les idéologies politiques, c'est entre la gauche et la droite. Alors ça, une longue histoire que les historiens de la politique connaissent bien. Vous avez un historien suisse que vous avez peut-être déjà entendu, qu'on voit souvent dans les médias, Olivier Meuvely, qui a écrit un livre sur cette question gauche-droite. Ça fascine beaucoup les historiens des idées notamment, parce qu'on ne sait pas trop définir ce que c'est que la gauche et la droite.
Mais pourtant, c'est une division politique qui reste énormément. Pas simplement dans la manière dont on analyse l'échiquier politique, mais dans la manière dont on définit nos identités politiques. Vous voyez plein de phrases qui commencent par « Ah, moi je suis de droite, moi je suis de gauche », et puis blablabla à la suite, comme si ça définissait un peu qui on était. Puis ça explique sans doute pourquoi est-ce qu'on se fâche avec notre grand-père Noël, d'accord? Ah, moi je suis de droite, moi je suis de gauche, c'est nos identités qui sont en jeu ici. Okay, on met beaucoup plus derrière que simplement des désaccords sur qu'est-ce qu'il faut faire sur tel ou tel sujet. Alors, moi je ne sais pas trop, pour tout vous dire, comment caractériser la gauche et la droite. Vous avez plein de dimensions. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes? Je vous dis juste quelques exemples. Vous avez des gauches, des personnes qui appartiennent à une gauche qui est plutôt conservatrice. Vous avez par exemple aujourd'hui une émergence en Allemagne, en Espagne, en France, d'une gauche qui est opposée à l'immigration. A priori, on ne pensait pas que la gauche était opposée à l'immigration. Historiquement, en fait, elle l'était plutôt. Si Jean Jaurès, à l'époque, en France, était contre les libéraux à droite, qui, eux, étaient pour ouvrir les frontières. Eux, et la gauche, on était plutôt pour les fermer. De l'autre côté, vous avez une droite conservatrice et puis vous avez une droite libérale. Ça n'a pas forcément... Vous voyez souvent des conflits entre la droite conservatrice et la droite libérale. Une droite libérale, elle va vous dire ouvrez les frontières. Une droite conservatrice, elle ne va pas vous dire ouvrez les frontières. D'accord ? Si on parle des questions libérales, des questions d'immigration, de frontières. Vous avez une droite sociale, vous avez une droite qui est plutôt opposée à la droite libérale aussi. Vous avez une gauche qui est moins sociale, mais qui est plus ancrée sur le républicanisme ou les institutions. Donc la variété des positions à gauche et à droite fait qu'on s'y perd un petit peu à la fin. C'est très étonnant, on se dit toujours je suis de gauche, je suis de droite, mais on ne comprend pas pourquoi. Je peux vous dire, moi, la seule manière dont je comprends, enfin la meilleure manière dont je comprends, mais je suis curieux de savoir si vous en avez d'autres. Je n'ai pas retrouvé la source de cette citation, mais quelqu'un a dit un jour, enfin cette chose brillante, enfin, il l'a dit mieux que je vais vous le dire, mais l'idée c'était... la gauche trouve la droite égoïste et moralement vicieuse. Donc si vous êtes de gauche, vous voyez les gens de droite comme étant défectueux au niveau de leur moralité. D'accord ? Ils pensent qu'à eux, ils ne pensent pas aux autres. Et si vous êtes de droite, vous voyez les gens de gauche non pas comme moralement vicieux, mais comme épistémiquement vicieux. Donc les gens de droite considèrent les gens de gauche plutôt comme bêtes dans le sens qui ne suivent pas, qui sont indifférents aux valeurs épistémiques. D'accord ? Donc les accusations, elles sont croisées. À gauche, on trouve que la droite, c'est moralement défectueux. À droite, on trouve que la gauche, c'est épistémiquement mauvais. Ils ne savent pas. Ils sont ignorants ou ils sont utopistes, idéalistes. Okay. Peut-être que c'est une manière de tracer la distinction à peu près clairement. Ça semble recouper en tout cas certaines des accusations que vous voyez d'un camp à l'autre. Mais je vous propose qu'on laisse ça là. Si vous avez des idées sur définir gauche-droite, c'est un très beau sujet. Pourquoi ? Il doit y avoir quelque chose. Enfin, ma position, elle est très prudente sur la question. Il doit y avoir une raison pour laquelle cette distinction, qui est si dure à définir, survit autant et a un tel impact sur la manière dont les gens se définissent. Okay. Dès qu'on cherche à la définir, elle nous file entre les doigts et pourtant elle résiste tout le temps. Donc, on n'a pas encore trouvé. Peut-être que vous avez trouvé, donc n'hésitez pas à faire vos propositions. Peut-être vous avez des propositions pour distinguer gauche, droite. Oui. Moi, j'ai toujours eu l'idée que c'était une conception du rôle de l'État. C'est-à-dire, la droite, elle a la tendance à vouloir le moins d'intervention étatique possible. Et la gauche voit l'État comme un tuteur du bien-être commun. Oui, ça marche très bien pour distinguer socialisme et libéralisme. Mais le problème, c'est qu'il y a une droite conservatrice qui est pour un État fort, d'accord, et qui est aussi à droite, et qui a des relations parfois tendues, parfois amicales avec les libéraux. Donc si vous êtes un conservateur, politiquement, on va voir conjonctural conservatisme, vous pensez que des institutions comme les associations, la famille, l'Église, l'État sont cruciales à l'ordre de la société. D'accord ? Donc vous avez une défense très forte de l'État du côté des conservateurs qu'on classe en général à droite. Okay ? Donc là-dessus, on a ça. Et de l'autre côté, vous avez une gauche qui est beaucoup plus libérale aussi. C'est vrai qu'en général, à gauche, on est pour plus d'intervention dans l'économie, en particulier d'intervention du type État-providence, d'intervention sociale. Mais vous avez aussi une gauche de marché qui a été, quand je vous parlais de John Rawls tout à l'heure, vous avez beaucoup de personnes à gauche qui pensent que les forces du marché sont essentielles aujourd'hui et qui insistent sur la production de richesses pour lutter contre la pauvreté, par exemple.
Ça c'est pas complètement, ou qui veulent diminuer la place de l'État dans d'autres domaines, qui sont typiquement les domaines des mœurs, etc. Donc oui, mais seulement en partie, quoi. On n'arrive pas à comprendre en particulier la place des conservateurs avec ça. Donc, continuez à réfléchir à ça. Si vous trouvez ça, vous avez une carrière toute assurée dans la philosophie politique et l'étude des idéologies politiques. Vous avez une autre manière de classer les idéologies politiques. Peut-être vous en avez d'autres. Là, j'en ai retenu 3. C'est une ligne, un carré, un triangle. Je trouvais que c'était joli comme ça. C'est les seuls que je trouve, en fait. J'ai peut-être pas assez cherché, mais il ne m'a pas semblé qu'il y avait tant de réflexions sec qui existaient sur cette question-là. Vous avez une autre manière de classer les idéologies politiques, qui est de faire appel à 2 axes. Ça a été lancé, on ne sait pas par qui, mais c'est un site qui a fait beaucoup de bruit. Le Political Compass, je vous ai mis le lien, je pense que vous pourrez le cliquer sur les diapos. Sinon, vous cherchez Political Compass, vous le trouvez tout de suite. Et en gros, l'idée, c'est qu'on va représenter les positions politiques autour de 2 axes perpendiculaires. Ça regroupe en particulier ce que vous disiez là. On va dire il y a ceux qui sont pour plus de liberté économique, donc moins d'État, et ceux qui sont pour moins de liberté économique, donc plus d'État dans le domaine économique. Okay, donc, l'axe vertical, horizontal, c'est l'axe de plus ou moins de liberté économique. Et puis, vous avez l'axe vertical qui est plus ou moins d'État sur les autres questions que les questions économiques. Typiquement, les questions politiques, les questions sociales, les questions religieuses, etc. Donc, vous allez vers autoritaire, en haut, pardon, c'est tout petit, et puis vous allez vers libertarien en bas. Okay, et puis, vous pouvez classer différentes positions comme ça. Il y en a qui sont pour beaucoup de liberté économique, donc qui vont être là, mais qui sont plutôt autoritaires. Peut-être que le néolibéralisme, ce serait un peu comme ça, si on veut avoir Thatcher qui veut quand même avoir un État à poigne en ce qui concerne ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État, mais pas dans l'économie. Et puis vous avez des gens qui sont qui sont pour un État très dirigiste économiquement, qui possède tous les moyens de production, si vous êtes un socialiste, mais en même temps qui va être très libéraux sur des questions de mœurs, par exemple, en disant l'État n'a pas à s'occuper des croyances des individus, etc. Donc c'est une assez bonne manière de classer les différentes idéologies politiques. C'est pas ma préférée. Pour la raison suivante, c'est que c'est clairement une manière de cartographier les idéologies politiques qui s'appuie sur un seul critère, à savoir l'attitude qu'on a vis-à-vis des libertés, vis-à-vis de la place de l'État. Est-ce que l'État doit prendre plus ou moins de place sur le plan économique et sur les autres axes? Or, quand vous confrontez les idéologies politiques, il semble que ce soit qu'une des choses, la question des libertés. Il y a plein d'autres valeurs qui sont importantes. Si vous parlez à quelqu'un de gauche, souvent il va mettre en avant l'égalité. Okay, ici, on n'a pas l'égalité dans ça. Si vous parlez à un conservateur, il va mettre en avant l'importance de l'ordre ou des traditions. Vous n'avez pas l'ordre et les traditions ici, en tout cas pas directement. D'accord ? Donc, ça semble être ça semble juste, mais ça semble approcher la question des différentes positions politiques simplement en termes d'une valeur politique importante, et peut-être centrale, qui est celle de la liberté, mais ce n'est pas la seule. Donc, comment on fait si on veut intégrer plus de choses? Alors, je vous fais ma proposition que je reprends d'un penseur libéral, mais qui est un des penseurs sans doute les plus informés et créatifs au XXe siècle sur ces questions-là, qui s'appelle Hayek, qu'on va étudier, dans un article qui est très intéressant. Donc lui, c'est un penseur libéral, Hayek, mais qui écrit un article sur pourquoi je ne suis pas un conservateur. Et dans cet article, il dit: moi, je pense que la meilleure façon de représenter les positions politiques, c'est en triangle. C'est de dire, il y a les socialistes, il y a les conservateurs et il y a les libéraux. Alors, c'est pas exhaustif, c'est un problème. Où est-ce qu'on met les fascistes ici? Où est-ce qu'on met les anarchistes? C'est pas complètement évident. Mais au moins, ça va permettre de positionner un nombre important de sensibilités politiques. Je vous lis juste la citation de Hayek à ce sujet. The picture generally given... je crois que je l'ai traduite. L'image généralement donnée de la position relative des trois partis obscurcit plus qu'elle n'élucide leur véritable relation. Les trois partis sont généralement représentés comme des positions différentes sur une ligne, avec les socialistes à gauche, les conservateurs à droite et les libéraux quelque part au milieu. Rien n'est plus trompeur. Si nous voulons un diagramme, il serait plus approprié de les disposer en triangle, les conservateurs occupant un coin, les socialistes
tirant vers le deuxième, et les libéraux vers le troisième. Donc ça, c'est la manière dont, d'après Hayek, on représente souvent l'éventail des positions politiques, en disant il y a les socialistes d'un côté, les conservateurs de l'autre, puis les libéraux qui sont un peu au centre. Et Hayek dit non, il ne faut pas faire ça. Elle est belle mon animation, il faut faire ça. Il faut considérer les positions politiques comme ayant trois grandes positions fondamentales. Okay, on va retenir ça en essayant de voir est-ce que ça marche pour commencer. On va retenir ça, puis on va s'intéresser aux idéologies communistes et socialistes. Je vais les distinguer, mais elles sont les deux ici. On va s'intéresser à l'idéologie conservatrice, on va s'intéresser à l'idéologie libérale. On va voir qu'elles ne sont pas faciles à définir, mais qu'on arrive quand même à mettre le doigt sur un certain nombre de différences importantes. Et un des intérêts de ce triangle de Hayek sur les idéologies politiques, c'est qu'il permet de situer un certain nombre d'auteurs et qui permet de comprendre un certain nombre de positions. Peut-être pour vous introduire à la distinction, ça j'ai piqué ça sur, je ne sais plus qui a fait ça sur un réseau social, c'est anonyme, mais j'ai trouvé que c'était très bien vu psychologiquement, comment vous allez changer de position dans votre vie, pas pour des raisons mais pour des causes, d'accord ? Donc supposez que vous soyez socialiste, vous êtes agressé dans la rue, ça vous rend conservateur, okay, parce que tout d'un coup vous dites il faut plus de police. Si vous êtes conservateur et que vous recevez vos factures médicales, tout d'un coup, ça va vous rendre socialiste. Il faut un État qui prend en charge les trucs. Si vous êtes socialiste, que vous voulez ouvrir une entreprise, vous avez une paperasse infernale à remplir, ça va vous rendre libéral. Si vous êtes libéral, que vous vous faites virer par votre employeur, tout d'un coup, vous allez avoir des appétences socialistes et vous dites, il faudra un droit du travail plus fort. Si vous êtes conservateur, que vous vous faites arrêter par la police, parce que vous roulez trop vite, vous allez dire ils nous embêtent ces flics partout, ça va vous rendre plus libéral, moins laissez-nous faire, foutez-nous la paix. Et celle-là, elle est très belle. Si vous êtes libéral et que vous avez des enfants, ça vous rend conservateur. Ça, je pense que c'est absolument vrai. Ça se voit très bien. Un fait divers qui a défrayé la chronique récemment, qui défraye la chronique de manière récurrente, c'est la ministre de l'Éducation française qui a tenu 3 semaines en place parce qu'elle avait mis ses enfants dans une école privée. Et évidemment, à chaque fois que ça arrive, ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est systématique. En France en particulier, parce que le niveau de l'école est compliqué. Il y a une école qui se veut républicaine, égalitariste, mais avec un niveau qui a tendance à s'effondrer. Tous ceux qui défendent explicitement cette école-là, qui se font élire là-dessus, dès qu'ils doivent choisir là où ils mettent leurs enfants à l'école, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent à éviter les écoles des quartiers sensibles. Et puis, en général, soit ils cherchent à éviter ce qu'on appelle la carte scolaire en France. Donc on dira, on ne veut surtout pas mettre nos enfants dans l'école de la banlieue. Ici, non, on veut mettre nos enfants avec des petits Français. Je suis pour l'immigration, hein, mais si mes enfants pouvaient éviter d'être avec des Arabes, je serais quand même content. Ça, c'est exactement la position spontanée que vous conduit à avoir des enfants. Vous dites, oui, j'ai des idéaux, mais dans les faits, j'aimerais bien... Donc, ils finissent dans des écoles privées. Donc, c'est cette ligne-là. Alors, je trouve c'est parfois pas dans les textes philosophiques qu'on trouve les intuitions les plus parlantes, mais il y a quelque chose d'assez convaincant qui laisse entendre qu'il y a comme une forme d'attraction psychologique pour chacune de ces positions qu'on peut avoir vis-à-vis de différents problèmes. D'accord ? Dans certains cas, on est plutôt attiré là, dans certains cas, on est plutôt attiré là-bas. Et si vous prenez ces choses au sérieux, vous vous rendez compte que dans différentes situations, vous avez sans doute, j'espère que c'est le cas parce que ça rend l'exercice de se faire l'avocat du diable plus facile, vous avez sans doute des intuitions socialistes, des intuitions libérales, des intuitions conservatrices. D'accord ? Peut-être vous n'avez pas envie de vous dire conservateur, mais on verra quand on étudiera le conservatisme que sans doute vous avez des intuitions conservatrices. Peut-être vous n'avez pas envie de vous dire socialiste, mais sans doute vous avez des intuitions socialistes, etc. Bien, un autre intérêt de ce triangle de Hayek, c'est qu'il vous permet de positionner un certain nombre de grands penseurs politiques. J'en ai mis quelques-uns et je suis sûr qu'on peut en mettre d'autres, mais je vous parlais de Rawls pour commencer. Quand vous vous intéressez à Rawls, c'est sans doute quelqu'un qui peut être mis quelque part plutôt du côté des libéraux, mais qui va vers le socialisme sur l'axe libéraux-socialiste. Pourquoi ? Parce que Rawls, c'est quelqu'un qui défend une forme de libéralisme, mais comme on va le voir, qui fait des concessions importantes sur la justice redistributive, la justice sociale. Il pense que l'État a un rôle à jouer pour redistribuer les ressources, et il essaie, mais ce n'est pas un égalitariste absolu, il pense qu'il doit toujours y avoir un marché, donc il essaye de trouver des contraintes claires sur jusqu'à où l'État doit intervenir pour corriger les inégalités de ressources. Ce qu'il place du côté libéral, mais quand même avec des concessions importantes au socialisme. Vous avez d'autres penseurs qui sont plus proches, qu'on étudiera aussi,
qui sont aussi sur cet axe-là, mais qui sont plus proches du socialisme. Dworkin, c'est un penseur qui défend l'égalité des chances. Alors l'égalité des chances, j'ai le temps de vous en dire 2 mots. C'est intéressant l'égalité des chances parce que jusqu'à récemment, autrement dit jusqu'aux théories de... comment j'ai appelé ça ? Jusqu'aux politiques de l'identité, que leurs détracteurs appellent le wokisme, jusqu'à récemment, l'égalité des chances, c'était quelque chose qui, nominalement, faisait l'unanimité parmi les partis politiques. L'idée, c'est quoi l'égalité des chances ? C'est de dire, en gros, on veut tous être sur la même ligne de départ, mais peu importe qu'on soit pareil, qu'on arrive au même endroit. Donc si au départ, on a les mêmes chances, tout va bien. Effectivement, tout le monde finira pas millionnaire. Okay ? Mais ce n'est pas injuste qu'il y ait des millionnaires et d'autres qui ne soient pas si au départ on a les mêmes chances. Ça, on pouvait tous être d'accord là-dessus. Et quel était le désaccord ? Vous avez les partisans de l'égalité des chances libéraux qui disaient nous, l'égalité des chances, c'est juste l'égalité des droits. Du moment que chacun a les mêmes droits, on a les mêmes chances. Et puis vous avez des partisans de l'égalité des chances comme Dworkin qui disaient non, l'égalité des chances, il faut que ce soit l'égalité réelle des chances, pas simplement l'égalité des droits. Il faut aussi pouvoir accéder à l'éducation, non pas simplement avoir le droit d'accéder à l'éducation, mais avoir les moyens d'accéder à l'éducation. Et puis, il faut aussi corriger les inégalités de capital culturel, parce qu'évidemment, si vous êtes fils de prof, vous apprenez tout un tas de choses déjà. Vous avez un niveau de langue, et ça, c'est pas juste pour quelqu'un qui vient d'un milieu populaire où il n'a pas le même niveau de langue, etc. Donc, il faut corriger toutes ces inégalités-là. Et ça, c'est ce que veut faire Dworkin. Il dit oui, l'égalité des chances, très bien. Mais il ne faut pas simplement s'en tenir à l'égalité juridique, il faut avoir un système qui corrige les autres formes d'inégalité des chances. D'accord ? Donc vous voyez que, c'est pourquoi j'ai fait cette petite pause sur l'inégalité des chances, sur laquelle on reviendra, c'est que vous pouvez avoir un accord en général sur, on veut tous être sur la même ligne de départ, on n'arrivera pas tous au même endroit, mais ce qui est important, c'est que la ligne de départ soit la même, et après un désaccord sur comment on définit la ligne de départ. Okay ? Est-ce que c'est juste avoir les mêmes droits ? Est-ce que c'est avoir le même droit et les mêmes capital économiques au départ ? Ceux qui disent, il y a certains libéraux qui sont peut-être là, qui défendent l'idée qu'il faut libéraliser l'éducation, mais il faut un chèque éducation. Donc on donne à chacun un chèque éducation qu'il va pouvoir utiliser dans l'établissement de son choix. Donc ça, c'est une manière de corriger un peu les inégalités de capital économique. Puis vous avez ceux qui disent, comme Dworkin et d'autres, il ne faut pas simplement corriger le capital économique, mais aussi le capital social, culturel, etc., qui veulent aller plus loin dans la correction, la mise à niveau au départ, si vous voulez. Et pourquoi je vous ai dit que ça, c'était opposé aux politiques de l'identité contemporaine ? C'est parce que pour les politiques contemporaines de l'identité, ce que vous devez viser, c'est l'égalité de résultats et pas l'inégalité des chances. S'il n'y a pas la même proportion de personnes dans une profession prestigieuse, par exemple, vous regardez les acteurs de grands films, s'il y a plus de blancs que de noirs, proportionnellement à ce qu'il y a dans la population, c'est que c'est du racisme. S'il y a plus de femmes, s'il y a plus d'hommes que de femmes, c'est que c'est du sexisme. Donc vous tirez de l'inégalité de résultats le fait qu'il y a eu quelque chose d'injuste avant. D'accord ? Parce qu'on n'arrive pas au même endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans le système avant. Donc vous voyez, c'est un des points sur lesquels on y reviendra, c'est l'idéologie des politiques de l'identité s'oppose aux trois, au moins aux libéraux et aux socialistes que je viens de vous mentionner. Pardon, je ferme cette parenthèse sur l'égalité des chances, je vais juste finir mon triangle avant de vous laisser. Prenons maintenant l'axe libéraux-conservateurs. Okay. Ça, c'est un axe intéressant aussi. Vous avez des libéraux purs et durs. Un libéral, à mon avis, le libéral pur et dur, c'est celui qui... quelqu'un a mentionné tout à l'heure, c'était vous Cyril, je crois, ou vous Lucas, l'anarcho-capitalisme. Que dit un anarcho-capitaliste ? Il dit, il ne faut pas d'État. Qu'est-ce qui reste si vous supprimez l'État ? Il reste le marché, des individus qui échangent librement. Okay. Vous avez un grand philosophe contemporain qui défend ça, Michael Huemer, que j'ai fait allusion. C'est les purs du libéralisme. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas dans le logiciel libéral au départ de place pour même des pays, des frontières. Pourquoi il y aurait des frontières pour un libéral ? On verrait qu'il n'y a pas, ça ne découle pas du système de pensée libéral qu'il doit y avoir des frontières. Donc, idéalement, si tout le monde échange librement, on a un libéralisme absolument pur. Et une des caractéristiques de ces penseurs libéraux, une des objections que font les conservateurs à ce type de penseur libéral, c'est le fait de dire que vous êtes des rationalistes.
Qu'est-ce que ça veut dire quand les conservateurs? C'est pas bien d'être rationaliste, pourquoi est-ce que c'est pas bien? L'objection des conservateurs à ces libéraux tout en haut, c'est de dire vous déduisez des principes politiques, on a vu ça pour ceux qui ont suivi le cours sur Hume, Kant, Reid, vous déduisez des principes politiques de votre réflexion philosophique. Okay, vous êtes assis dans vos fauteuils de philosophe et vous dites, ok, il y a des droits naturels, donc à partir de là, il faut laisser chacun faire ce qu'il veut, et blablabla. Vous déroulez juste de considérations abstraites et a priori l'organisation de toute société politique, toujours et partout, telle qu'elle devrait être. Okay, et ça, les conservateurs pensent que c'est une erreur fondamentale. Ils disent, si vous voulez faire bien de la philosophie politique, il faut partir de là où vous êtes. Il faut observer les institutions telles qu'elles sont, telles qu'elles ont évolué, savoir s'il faut les changer ou pas, mais vous ne pouvez pas partir dans l'abstrait. Okay, ça, c'est un des points centraux de divergence entre les libéraux et les conservateurs. On ne veut pas de rationalisme dans ce sens de réflexion abstraite. Alors maintenant, sur cet axe-là, vous retrouvez des penseurs comme Tocqueville ou Hayek, qui eux sont des penseurs d'inclination libérale, mais qui sont d'inclination libérale en étudiant les institutions existantes. Tocqueville, il écrit de la démocratie en Amérique en ayant étudié très longtemps les institutions américaines et il essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à ses yeux ça marche si bien, okay, mais quels sont aussi les problèmes. Mais il part de ce qui existe. Pareil pour Hayek, qui en gros applique aux institutions une approche darwinienne ou évolutionnaire, en disant les institutions libérales, c'est celles qui ont évolué et qui ont été sélectionnées parce que c'est celles qui marchaient le mieux, un peu comme tel type d'organe ou tel type d'espèce a été sélectionné dans le sens c'est celle qui a survécu, qui était la plus apte à la survie. Donc, du côté des libéraux, vous avez des gens qui disent on ne veut pas être trop rationaliste, mais on aime quand même beaucoup la liberté. Puis pareil, du côté des conservateurs, vous en avez beaucoup qui disent oui, c'est vrai que le conservatisme c'est souvent associé à la famille, à l'autorité, à l'ordre, etc. Mais nous, on insiste sur un autre aspect du conservatisme, c'est la liberté. On pense que c'est crucial dans nos institutions d'avoir la liberté. Le plus grand, aux yeux des conservateurs, le plus grand défenseur conservateur, c'est Burke. Burke, vous ne pouvez pas trouver quelqu'un qui insiste plus sur l'importance de la liberté que lui. Hein. Si vous le lisez, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est en train de vous dire qu'il faut avoir un régime strictement autoritaire. Bien, et puis le dernier axe de notre beau triangle hayekien, pour vous donner un peu un avant-goût de ces discussions-là, c'est que vous avez aussi différentes positions possibles entre les conservateurs et les socialistes. Une position intéressante, qui est un penseur qu'on discute moins aujourd'hui, mais qui est pourtant assez fascinant, qui est Walser, qui a écrit récemment, peut-être vous avez vu, sur qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste. On a reparlé de ses positions à l'occasion du conflit israélo-palestinien récemment. Lui, Walser, c'est quelqu'un qui se dit de gauche, mais qui insiste avec les conservateurs sur le fait qu'on ne peut pas avoir une théorie de la justice qui tienne si on ne prend pas en compte les différentes communautés dans une société, okay, nos différentes appartenances communautaires. Le fait que notre identité individuelle, elle ne dépend pas juste de principes abstraits. Donc il partage avec les conservateurs cette défiance par rapport au libéralisme abstrait en disant on est dans certaines communautés qui ne sont pas... Après, il faut savoir de quelles communautés on parle, mais typiquement, ça peut être des communautés religieuses, ça peut être des communautés ethniques, et ça peut être des communautés nationales. Donc ça fait partie ça constitue en partie nos identités individuelles, et ces appartenances communautaires doivent être prises en compte dans notre théorie de la justice. Donc on cherche une justice égalitaire, mais il faut prendre en compte avec le conservateur un certain nombre d'aspects communautaires. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de conservateurs qui citent Walser en disant « Ah, ben regardez, même Walser, qui était de gauche, il était d'accord avec nous pour dire c'est important ces aspects communautaires dans une bonne théorie politique. » Voilà ce que je peux vous dire en espérant vous convaincre un petit peu que ce triangle politique éclaire au moins un peu les différentes positions politiques qu'on va étudier. On va étudier ces trois-là. Et puis il y a la dernière, le wokisme pour ses adversaires, les politiques de l'identité pour ses partisans. J'arrive pas à la mettre dans le triangle. J'aurais voulu vous faire un triangle en 3D, et je pense qu'il faudrait la mettre là. Puis là, on aurait un beau truc avec que des positions équidistantes les unes des autres, si je ne me trompe pas, qui permettrait d'éviter de prendre parti sur la plus grande proximité de certaines positions par rapport à d'autres, dans notre représentation de l'échiquier. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. C'est la première séance, vous allez plus parler les prochaines fois, mais je vous laisserai plus la place, pardon. Je voulais qu'on passe assez vite là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Des objections? Des commentaires? Vous êtes assommés. Bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. J'ouvre le forum, n'hésitez pas à commencer à l'utiliser dès cette semaine. Bonne semaine à vous tous.